bienvenue. Il est 18h. Adieu News Radio, 18h-20h, Confluence, Souleymane Gassama. Mesdames et messieurs, je suis au grand regret de vous annoncer que Confluence continue. Oui, pour la 3e saison d'affilée, vous allez passer un lundi sur 2 à vous farcir les opinions mystérieuses mi-loufoques d'une bande d'individus mi-ivres, mi-lubriques. Ne nous en tenez pas rigueur, car après tout, c'est votre faute, vous autres qui nous êtes fidèles, qui nous suivez, qui nous encouragez, qui nous écrivez, qui nous félicitez, qui nous insultez aussi, ça arrive, qui nous critiquez, qui nous attendez. En somme, c'est grâce à vous donc, et à votre attention, Confluence poursuit son aventure. Alors, chers auditeurs, au nom de toute l'équipe, merci, bravo, courage et bonsoir. Confluence, saison 3, épisode 1, c'est maintenant. Impertinence et humour, gravité et ironie, finesse et complexité, érudition et légèreté, rire et camaraderie, liberté et sérieux, sans oublier bien sûr le sexe et la drogue. Ce sont sur ces vivants piliers que ce programme s'est bâti. Et vous savez quoi, il n'y a aucune raison que ça change. Au sommaire ce soir, 2 sujets principaux. Le premier traitera de ce qui est devenu plus qu'une tendance, une alternative prétendue au monde de l'emploi traditionnel. Vous l'aurez peut-être deviné, nous évoquerons ce soir le sujet de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'entreprendre? Et plus précisément, qu'est-ce qu'entreprendre en Afrique et au Sénégal? Comment s'y prendre? Quels sont les avantages de ce modèle? Quelles en sont les limites et les difficultés? Et surtout, l'entrepreneuriat est-il en mesure de porter de manière significative une économie comme celle du Sénégal? Pour répondre à ces questions et en débattre avec les chroniqueurs de l'émission, 3 invités, 3 entrepreneurs aux trajectoires différentes nous accompagnent. Malik Diouf, cofondateur de l'Africa Mobile, Babacar Diédhiou, directeur d'Adiocom, et Marcus Iboukanjoli, fondateur de Kusuma Group, sont nos invités. En deuxième partie d'émission, nous parlerons du procès d'Hissène-Habré qui tient en haleine le Sénégal, voire le continent tout entier. Et il faut dire qu'il y a de quoi. Au-delà en effet de ces enjeux juridiques, ce procès est un véritable spectacle au sens littéral du terme. Et si vous l'avez raté et que vous n'y comprenez rien, restez avec nous. Confluence fait le travail pour vous, historique du procès, rappel de ses principaux enjeux, débat sur sa légitimité, zoom sur l'accusé et les griefs qui lui sont reprochés. C'est un dossier complet sur le cas Hissène-Habré qu'on vous propose. Et avant de parler d'Hissène-Habré, nous célébrerons le retour de la pause culturelle, tendance, coup de cœur, coup de gueule, ras-le-cul, littérature, cinéma, exposition, musique, hommage, portrait à charge. C'est l'instant bobo branché de Confluence. Enfin, inoxydable sur ces 2 montants, implacable, la célèbre guillotine de Confluence se pourlèche le couperet à défaut de babine en apercevant au loin se présenter le candidat du jour. C'est Robert Ménard, maire de la ville de Béziers, qui est soumis au jugement impitoyable ou clément de nos bourreaux. Occasion, bien sûr, de parler de l'actualité des migrants. Mais avant tout cela, une petite précision, que nos auditeurs et nos auditrices surtout soient rassurés, notre bien-aimé Elgas n'est que provisoirement absent pour d'obscures raisons professionnel, et en attendant, je le remplace, et c'est un grand mot, cela me donne en tout cas le droit de jouir de l'aristocratique plaisir de ne pas donner mon avis et d'écouter celui de mes camarades. Mesdames et messieurs, ils sont là, bas à vos lèvres après ces quelques mois sans polémique et sans blague douteuse. Les chroniqueurs de l'émission, vous les connaissez, je les présente malgré tout. Mamadou Lamine Faye, Lynx, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poète maniaco-dépressif et accessoirement ingénieur en informatique. Vous avez créé cet été, Lynx, un buzz Kim Kardashianesque, non pas en dévoilant vos fesses, mais plutôt en révélant au monde entier que vous étiez un grand amateur de pédales. Ouais, c'est une passion qui m'a pris depuis très jeune, quand je fréquentais des boîtes. Quand on dit pédale, c'est réellement le vélo, hein, bande d'esprit tordu. Personne n'avait de doute à ce propos. Alors vous vous inscrivez quand pour le Tour de France? On vous attend. Là, j'ai fait le Tour de Bretagne cet été. L'année prochaine, je ferai le tour de Martine, qui est une collègue de... Bon, on va s'arrêter là pour la présentation de Lynx.
Baladjei, bonsoir. Bonsoir, Mbougar. Baladjei, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous nous venez de Montpellier tout frais. Absolument. Il fait Tout beau frais, à je ne sais Montpellier. pas. Toujours, je suis toujours beau à Montpellier. Alors Baladjei, une rumeur persistante court sur vous, selon laquelle vous seriez activement à la recherche d'une femme. Est-ce que c'est vrai? C'est une rumeur. Ah bon? Je ne cherche absolument pas. Néanmoins, s'il y a des candidats potentiels qui souhaiteraient partager le soleil de Montpellier, Ouais. je suis preneur. Mamadou Gako, bonsoir. Bonsoir Mbougar. Mamadou Gako, vous êtes avocat Il paraît. et aucune rumeur ne court sur votre compte. Vous avez une Heureusement. réputation de genre idéal, d'esprit posé, rationnel, qui prend toujours les décisions les plus sages. J'ai donc, Mamadou Gako, une question pour vous. Je veux une réponse rapide et spontanée. Au Sénégal, les bandits de grand chemin, lorsqu'ils vous arrêtent, vous posent cette question. Mamadou Gako, Pakaput, Wala Nyambita. Pour traduire, ça veut dire je t'explose la cervelle ou la rondelle. Répondez, Mamadou Gako. Nyambi Pout, sans hésiter. C'est une très bonne réponse. C'est Je une très constate bonne qu'il a réponse. encore son cerveau. Hein. C'est une très bonne réponse. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous retrouver, les amis. Vous me semblez en pleine forme. Et c'est tant mieux. Cet été, notre actualité à Confluence a été plutôt rachitique. Cependant, nous avons eu un courrier spécial, une sorte de billet d'humeur, publié par un auditeur fidèle, Daouda Sall. Il s'agit en réalité d'une farce qu'il a écrite sur son blog, que je vous recommande. Il est très drôle. Le blog s'appelle d'ailleurs, et c'est tout un programme, rionunpeu.over-blog.com. Et dans cette chronique, on apprend que dans Confluence, il s'en passe des choses. Il paraît donc que Neyman est la sœur de Daouda Sall, que leur père s'appelle Macky Sall, je ne sais pas qui c'est, qu'ils font des choses tous les trois ensemble, ce qui est louche, je ne veux d'ailleurs pas y penser. Il paraît aussi que Jules Gay, notre ami Jules Gay que nous saluons, qui a eu ses 30 ans il y a peu, a toujours une capote ou deux, plutôt deux d'ailleurs qu'une dans sa poche en permanence. Et puis il paraît également que Penda était la maîtresse de Daouda Sall, ce qui m'étonne parce que je croyais que Penda était plutôt notre maîtresse à tous. Donc j'ai été assez surpris d'apprendre, de lire ce billet. Un de plus, hein. Bon, écoutez, je pense que Penda en a largement la capacité. Mais voilà, merci beaucoup Daouda Sall en tout cas pour ce billet très rafraîchissant, très drôle, que je recommande vraiment à nos auditeurs. Alors, avant de commencer notre émission et d'attaquer notre premier sujet sur l'entrepreneuriat, une petite pause musicale. Lynx. Je sais pas réellement quoi conseiller, mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté de Fatou Guewel. Donc on va écouter. Oui, Khalebi, Estati Dom. Non, on va écouter quelque chose de plus religieux. Firne Bamba. Très 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 bien, je pense que les vacances ont un peu ramolli. Mais enfin, voilà. On écoute donc Fatou Guewel Diouf et puis nous revenons pour la première partie de l'émission. Li ko waral danoo def te tooñ nga ni baale
Adjo News. Confluence. Merci beaucoup, Lynx, pour ce choix. Un peu de musique fait toujours du bien avant d'entrer dans le cœur des débats. Alors, entrepreneuriat. Pour ma part, je trouve le mot affreusement laid, mais il faut admettre qu'il désigne aujourd'hui, à la croisée de l'économie, du développement personnel, de l'innovation, de la start-up, de la créativité, de la création d'emplois, une nouvelle religion avec beaucoup d'adeptes. L'entreprise est à la mode, et en Afrique, au Sénégal plus particulièrement, le phénomène a pris une ampleur telle que beaucoup de jeunes, séduits, sont prêts à s'y lancer avec l'espoir, voire la certitude, que la réussite sera au bout. Quelques exemples de success stories achèvent de les convaincre que là est l'avenir, le leur et celui du continent. Confluence a la chance d'accueillir aujourd'hui 3 invités qui ont tenté l'aventure et qui appartiennent chacun à des structures qu'ils ont fondées ou confondées et qui marchent. Ils ont accepté de venir partager leur expérience avec nous. Je vous les présente. Malik Diouf, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur de l'Africa Mobile. Est-ce que vous pouvez brièvement, en 30 secondes, nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'Africa Mobile et ce que vous faites? Déjà, je voulais vous remercier de l'invitation. Je voulais en profiter également pour saluer mes Marcus de Kusama Group et Boubacar Diédiou de Adiocom. L'Africa Mobile est une start-up sénégalaise spécialisée dans la mise en place de services web et mobiles innovants pour la diaspora africaine. Concrètement, nous avons mis en place des plateformes web et mobiles. Aujourd'hui, nous sommes connectés à plusieurs opérateurs télécoms en Afrique et en Europe, avec l'idée de permettre aux acteurs locaux africains, j'entends par là les médias, les éditeurs de services, les organismes humanitaires, mais surtout les administrations africaines, la possibilité de pouvoir communiquer avec la diaspora africaine. Par exemple, je ne sais pas si vous regardez la première chaîne de télévision sénégalaise, la RTS. Oui. Nous travaillons avec eux en partenariat sur une émission qui s'appelle Face aux citoyens, qui a lieu tous les mois, un vendredi, le dernier normalement vendredi du mois. L'idée est de permettre justement à des Sénégalais qui sont ailleurs, qui sont au Sénégal d'abord, mais d'autres aussi qui sont ailleurs, de pouvoir communiquer avec les politiques qui sont sur plateau. D'accord, Malik Diouf. Je suis certain que vous avez énormément de choses à vous dire. Je reviens vers vous tout à l'heure pour que vous nous parliez davantage de vos activités. Je vais d'abord présenter nos autres invités. Babacar Diédiou, bonsoir. Bonsoir, Mougar Sarr. Babacar Diédiou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre émission, d'autant plus que vous êtes un des partenaires directs de Confluence. C'est en effet sur la web radio du site d'information que vous avez lancé il y a quelques années, Adjo News, qu'est diffusé notre programme. Merci beaucoup donc pour cette confiance. Mais parallèlement à Adjo News, vous avez lancé Adiocom. Qu'est-ce que c'est comme structure? Donc, je remercie tout le monde déjà. Adiocom, c'est simple, c'est donc une agence de communication classique, une agence de communication, une agence publicitaire. On était donc 6 personnes. Et voilà, donc c'est Adiocom qui a donné Adjo News. Donc la signification c'est simple, c'est comme en Wolof. Donc pour vous rappeler sur Adjo News, c'est pareil. Donc Adjo, être obligé, avoir besoin de quelque chose ou être obligé, avoir l'obligeance effectivement de vouloir travailler dans la communication, c'est juste, donc en Wolof ça devrait s'écrire avec 2 O, mais voilà, par souci graphique, on a voulu enlever l'autre O, donc ça vient de la Adjo comme Adjo News. Très bien, merci beaucoup pour cette petite présentation liminaire. Et pour finir donc avec vous, notre dernier invité, Marcus Iboukanjoli. Bonsoir. Bonsoir, Bougar. Merci pour votre présence. Vous êtes jeune entrepreneur, mais également jeune auteur. Vous êtes d'ailleurs plus connu sous votre nom d'artiste, Marcus the Writer, sous lequel vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, Histoire de vos vies, un recueil de nouvelles, apparu il y a quelques mois. L'année dernière, vous avez décidé de réunir d'une certaine manière vos 2 passions, l'esprit d'entreprise et la littérature, en créant une structure qui se nomme Kusama Group. Pouvez-vous, comme les 2 autres invités, nous dire brièvement, en quelques mots, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, avant tout, je vous remercie de l'invitation et je salue au passage aussi les autres entrepreneurs. Alors, Kusama Group, c'est une start-up africaine qui se donne juste pour mission de démocratiser l'édition et la lecture grâce à une plateforme web et mobile qui comprend un éditeur, une librairie et une bibliothèque numérique d'œuvres africaines. Donc, notre objectif, c'est de permettre aux auteurs du continent de publier plus facilement et simplement leurs œuvres et aussi aux populations pour lesquelles le livre papier demeure encore un luxe,
d'accéder plus facilement, plus aisément aux œuvres africaines, gratuites ou payantes, inédites ou déjà publiées, par le biais du livre numérique et de la lecture en ligne. Mais aussi, nous donnons la possibilité aux éditeurs et aux libraires de vendre leurs livres directement à partir de la plateforme. Voilà, c'est un peu ça, Kosoma Group. D'accord, très très bien. Merci beaucoup. Je reviens vers vous tout à l'heure. Merci à tous les trois d'avoir en tout cas répondu à notre invitation. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de poser une question simple à Malik Diouf, mais vous pouvez également réagir, Babacar et Marcus. Alors Malik, tout simplement, quelle est la recette pour réussir dans l'entrepreneuriat? Quels sont les ingrédients d'une belle success story comme l'Africa Mobile est en train d'en vivre? Je dirais pas encore une success story. Vous savez, l'Africa Mobile, nous, on existe depuis qu'un an et demi. Vous êtes trop modeste, mais allez-y. Comme vous dites, modestement, je ne peux pas prétendre aujourd'hui fournir en fait une recette. L'entrepreneuriat, c'est pas une recette qui existe. Je pense que tout entrepreneur essaie de répondre à une problématique, un challenge qui lui est spécifique pour diverses raisons. Son histoire, sa volonté de faire évoluer les choses. Moi, contrairement aux deux autres entrepreneurs que j'apprécie beaucoup, je ne suis pas entrepreneur né. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été le bon élève qui a toujours fait ce qu'on lui a demandé jusqu'à présent. L'esprit d'entreprise m'est venu assez tardivement. En fait, moi, j'ai une formation d'ingénieur. Je suis diplômé de l'INSA à Toulouse et puis de Grenoble École de Management. J'ai travaillé dans différentes entreprises françaises. Je suis de nature polyvalente, c'est-à-dire j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Et cette chose a fini par me lasser à un moment donné. Je voulais faire autre chose, de ne pas forcément exécuter ce qu'on me demandait de faire. À cela était combiné justement à nous ce qu'on avait remarqué depuis longtemps, qu'en Afrique, il y a beaucoup de communication envers les Africains, mais on oublie très souvent en fait les Africains qui sont hors du continent. Vous prenez un pays comme le Sénégal, où la diaspora fait entrer près de 800 milliards de francs CFA dans le pays, près du quart, voire du tiers même du budget de l'État. Et pourtant, quand on s'adresse justement aux Africains, aux Sénégalais en général, on oublie cette partie de la population. Et donc, je suis parti de ce constat-là et j'ai essayé, avec un ami du nom de Omar Diallo, de trouver des solutions qui puissent permettre justement de pouvoir communiquer avec ces personnes-là qui finalement, même s'ils sont loin, sont très proches du pays. Et puis à partir de là, on s'est lancé par ces plateformes-là. Cela fait combien de temps que vous avez créé, cofondé l'Africa Mobile? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, donc vous venez juste de commencer. Et puis, on s'est lancé depuis 2014. D'accord. Et est-ce que vous avez ce qu'on appelle une vision? Qu'est-ce que vous avez? Quel est votre objectif? À quoi voulez-vous parvenir finalement? Alors, notre objectif est très simple, c'est rapprocher les fils de l'Afrique avec le continent. D'accord. Vous comme moi, enfin, nous Sénégalais qui vivons à l'extérieur, on est tous scotchés devant les sites web, devant les télévisions sénégalaises, qui finalement parlent des problématiques qui nous concernent. Mais on est impliqué que quand il s'agit d'envoyer de l'argent. Envoyer de l'argent pour nourrir la famille, envoyer de l'argent pour faire la fête, assez souvent d'ailleurs. Envoyer de l'argent pour acheter le mouton de Tabaski, je suis sûr que vous l'avez tous fait. Hein? Ah oui, merci de nous le rappeler, il faut que je le fasse. Ah, il y en a qui ne l'ont pas encore fait, ça c'est pas bien. Donc tout ça pour dire que il y avait ce manque-là. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces fils de l'Afrique, aussi loin qu'ils puissent être, soient de plus en plus impliqués à ce qui se fait au niveau local, justement grâce au numérique. D'accord. Voilà. Je pense que vous aurez toutes des connivences avec Marcus. Mais avant d'ailleurs de leur donner la parole, Malik Diouf, je voudrais vous demander le nombre justement d'emplois. Est-ce que vous avez créé des emplois? Est-ce que vous avez... Combien de membres compte votre équipe? Donc l'Africa Mobile, quand j'ai commencé avec mon associé Omar Diallo, il y a 1 an et demi, on était 2. Tous les 2 en France, avec moi je faisais la navette entre le Sénégal et la France. Hein. Aujourd'hui, on est 6 collaborateurs. On a une équipe de 4 personnes au Sénégal et nous sommes 2 consultants en France. Donc on est 6 personnes à travailler sur ce projet. D'accord. Marcus, je commence d'abord par vous poser la même question.
Quelle est pour vous la recette? Est-ce qu'il y a une recette pour réussir dans l'entrepreneuriat? Alors, je ne m'aventurerai pas à dire qu'il y a une recette en tant que telle, mais je pense qu'il y a quand même des prérequis qui peuvent conduire à un succès en entrepreneuriat. Je dis souvent aux gens que pour entreprendre, pour bien entreprendre, il faut 10% de finances, 10% de compétences, 40% de vaillance et 40% d'inconscience. Ah, ça fait de belles rimes, ça. Oui, bon, si je peux dire que c'est après avoir observé des entrepreneurs et m'être moi-même lancé que j'ai finalement atterri avec cette formule-là. Et je pense que c'est ce qui a conduit au succès de nombre d'entreprises. Donc je pense que si cela est respecté, il n'y a pas de raison pour que l'entreprise lancée ne puisse pas atteindre le succès. C'est intéressant en fait, vous avez parlé d'inconscience. En quoi justement est-ce que vous pouvez développer justement ce point-là? Alors, inconscience, lorsque je dis inconscience, prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, nous parlons des startups en Afrique et même partout dans le monde. Mais ce que l'on oublie parfois de dire, c'est que ces startups-là, à la base, c'est-à-dire ils sont condamnés à l'échec parce qu'elles viennent souvent dans des milieux souvent pris qui sont déjà dans des marchés en fait qui sont déjà pris par d'autres entreprises ou bien carrément dans des marchés totalement vierges. C'est-à-dire il y a aucune garantie que cela va réussir. Et c'est plus facile aujourd'hui de se faire de l'argent si c'est l'argent qui est la motivation de se faire de l'argent en étant un employé qu'en étant un entrepreneur. Donc pour accepter de se lancer en tant que tel, il faut quand même de l'inconscience. Il faut en fait une partie de folie en fait. Et c'est ce que j'appelle les 40% d'inconscience en question. Je voudrais rajouter quelque chose sur ce que dit Marcus, sur l'inconscience. Il a complètement raison. Pour se lancer en Afrique aujourd'hui, dans l'entreprise en général, ce qu'on demande en premier aux entrepreneurs, c'est de faire une étude de marché. En gros, on vous dit, vous avez tel produit, quelle est la cible, quel est le pourcentage de personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit. C'est des données dont vous pouvez avoir accès quand vous êtes dans des continents, enfin quand vous êtes en Occident. Aujourd'hui en Afrique, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien, mais il y a peu de choses. Donc vous allez vous lancer sur des secteurs où vous n'avez pas vraiment la connaissance du marché. Le risque est énorme de se casser la gueule, pardonnez-moi du terme. Et je pense que quand vous vous basez simplement sur votre logique, et de ce qui se fait en entrepreneuriat de façon générale, vous ne vous lancerez jamais. D'accord. Il faut donc un peu d'audace, si je comprends bien. Mais il faut aussi, et ça aussi je commence à le comprendre, il faut des partenaires, il faut des soutiens, il faut en gros un réseau. Donc le mot est lâché, un mot fétiche, presque mystique des entrepreneurs. Et je pose la question à Babacar Diédhiou. Peut-on réussir, entreprendre sans réseau aujourd'hui? Je vous pose la question, Babacar, pour une raison très singulière, c'est qu'il y a quelque temps, vous avez publié un texte où vous battiez en brèche sans complaisance un certain nombre de mythologies liées au retour au pays, justement, face aux jeunes diplômés motivés, prêts à rentrer en croyant que le seul volontariat suffisait à développer le pays. Vous avez tenu à mettre en garde contre cet optimisme naïf, en disant en substance qu'il était quasiment impossible de réussir professionnellement son retour si on n'avait pas des connaissances au sens de relations, si on n'était pas bien né, si on n'était pas psychologiquement fort pour faire face aux désordres structurels, administratifs et sociaux du pays. Est-ce que vous maintenez ce point de vue? Oui, merci Bougan. Encore une fois, ce texte, c'est vrai que c'est un texte qui fait parler, on en parle encore tous les jours. Alors que je n'ai pas voulu être trop négatif, mais c'est vrai qu'on a senti... C'est vrai. Pour être tout à fait loyal, il faut dire que votre conclusion est plutôt optimiste d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, à la fin, parce que je le dis, parce que moi je pense quand même, et je le maintiens, moi je suis parti parce que, comme tout le monde, comme tous les jeunes, j'aime le Sénégal et j'ai envie qu'on réussisse, voilà. Oui, il faut un réseau, parce que c'est le système. Moi, j'ai constaté en France, c'était plus ou moins, sans pour faire de comparaison un peu cynique, mais c'est vrai que c'est plus... Là, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Quand tu vas dans une administration en France,
il peut y avoir des magouilles, mais tu n'as pas besoin de connaître le directeur. Or, au Sénégal, la première des choses, on vous dit, même si vous allez régler pas, est-ce que vous connaissez le directeur? Est-ce que vous connaissez telle personne? Voilà ce que j'ai voulu mettre en garde. Alors, on n'a pas besoin, parce qu'il y a des appels d'offres, vous répondez carrément à un appel d'offres, si vous remplissez les critères, normalement, ça doit passer, mais ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Moi, j'ai participé à beaucoup d'appels d'offres, donc moi, peut-être par rapport aux autres, ça fait maintenant 4 ans que je suis au Sénégal. Si j'ai réussi des choses, bien sûr, donc il ne faut pas toujours, mais c'est très compliqué. J'ai réussi un marché qui est énorme, où je suis fier. J'ai fait, je le dis, pour la modernisation de l'état civil du Sénégal, j'ai écrit le plan de communication. C'est énorme pour un jeune entrepreneur. Et donc, ça, franchement, je ne vais pas accuser trop le système, mais j'ai pas trop envie, vous me direz non, c'est pas sérieux, de dire par quel circuit je suis passé pour réussir ce marché. Pourtant, j'ai compétence. Chaque entrepreneur a ses petits secrets. Mais Babacar, justement, vous, sur ce sujet, je trouve qu'il y a quand même une petite contradiction, un petit paradoxe. C'est que d'une part, dans le texte que vous avez écrit, vous semblez déconseiller, en tout cas aux jeunes, de revenir, ou en tout cas de revenir trop vite. Mais vous l'avez fait. Il y a une petite contradiction dans les faits même. Et je voudrais vous poser une question simplement. Si on retournait 4 ans en arrière, est-ce que vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous seriez rentré pour entreprendre au Sénégal, Babacar Diédhiou? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut le faire. Pour moi, j'avais envie de rendre à l'État ce qu'il m'a donné. Et j'avais ce besoin de partir. D'ailleurs, ce qui m'a un peu faussé dans mes calculs d'entrepreneuriat, parce que j'ai voulu trop mettre, et d'ailleurs c'est une recette parmi tant d'autres, j'ai voulu trop mettre ce côté un peu patriote, en voulant rendre trop à l'État, en voulant faire de l'associatif, en voulant faire de la communication associative, alors que ça n'avait pas beaucoup d'argent finalement. Voilà, donc il faut quand même avoir, comme je dis, quelqu'un ou quelque part où il faut chercher de l'argent en attendant. Alors, on comprend très bien, donc, Babacar, votre point de vue, mais je vais justement donner la parole à Marcus. Alors, Marcus, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Babacar Diédhiou? Je sais, pour vous avoir parfois lu, que vous êtes un grand optimiste qui croit beaucoup à la théorie de la volonté, au courage, à l'esprit d'initiative. Est-ce que le tableau, enfin, un peu sombre, tout de même, que brosse Babacar Diédhiou n'altère pas votre opinion sur la question du réseau? Est-ce qu'il faut forcément, enfin pas forcément, mais est-ce que cette question des financements, des ressources au départ est importante fondamentalement, à votre avis? Alors, je pense que Babacar, il a raison en un point, c'est-à-dire lorsque vous êtes à l'étranger et que vous devez rentrer dans votre pays, notamment le Sénégal, il faut avoir des contacts, c'est important. Même pour entreprendre, quel que soit le lieu où vous entreprenez, il faut que vous créiez ce réseau-là. Mais de là à dire que sans ce réseau au départ, on ne peut arriver à rien, je pense que c'est un peu limité en fait. Parce qu'on a vu ici, des entrepreneurs qui sont partis de rien. Quand je dis de rien, c'est-à-dire sans financement. Et le réseau, c'est quoi? Les réseaux, ce sont juste des personnes. C'est-à-dire que vous avez une première personne, déjà c'est un premier réseau, et cette personne peut vous mettre en contact avec d'autres personnes, etc. Donc c'est à partir de ça, c'est-à-dire de rien, que ces personnes ont pu construire quelque chose jusqu'à devenir des entreprises qui sont bien assises, etc. et tout. Donc il faut un réseau, mais de là à dire aux gens que si vous n'avez pas de réseau, vous ne pouvez pas rentrer parce que ça va être difficile, ça va être ici, c'est là. Non, moi je suis contre cela. Je pense que il faut revenir. Si on a le réseau, tant mieux. Et si on n'a pas le réseau, on peut le créer sur place. Le réseau, c'est pas aussi difficile que cela de le créer. Et aussi pour la question du financement, je pense avoir écrit un article qui parlait du bootstrapping. Le bootstrapping, c'est quoi? C'est-à-dire commencer son entreprise avec le peu de fonds possible. Aujourd'hui, les entrepreneurs se disent que pour commencer une entreprise, il faut que j'ai au minimum 1 million parce que je dois faire une SARL, etc. Et tout. Alors qu'il y a des entreprises qui commencent avec 20 000 francs. Je suis d'accord d'une partie, c'est-à-dire lorsqu'il faut créer un réseau avant de revenir, qu'il faut avoir c'est-à-dire ces prérequis-là, les contacts, l'argent, etc. et tout. Mais il ne faut pas aussi dire aux gens que si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas revenir. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup parce que vous nous faites une formidable transition. Malick Diouf, je reviens vers vous. Lorsque vous avez commencé à entreprendre,
quel a été votre jugement sur le climat de l'entreprise au Sénégal? Est-ce qu'il est favorable sur le plan administratif, législatif, le plan des investissements, des prêts, sur le plan politique également? Est-ce que tout est fait pour faciliter l'esprit et la création d'entreprises? Nous, en ce qui nous concerne, je ne dirais pas que tout est fait. Aujourd'hui, tout dépend en fait du secteur sur lequel vous voulez entreprendre. Parce que clairement, il y a des secteurs qui sont plus favorisés que d'autres. Mais en raison de l'histoire du pays, en raison du position, enfin, plein d'autres paramètres qui font que vous êtes plus favorisé si vous êtes dans le secteur de l'agro ou dans le secteur d'éthique aujourd'hui. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'éthique. Quand on a décidé de se lancer, dans un premier temps, on est allé sur place. Donc, pendant plus de 3 mois pour observer ce qui se faisait. Clairement, nous, quand on est arrivé, il y avait 2 pôles. Tout nous poussait vers 2 pôles. Le CETIC Dakar, qui est aujourd'hui un incubateur reconnu au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez également Joko Labs, qui est un espace de coworking. C'est pas de l'accompagnement comme au CETIC, mais ça vous permet de vous mettre en relation avec d'autres entrepreneurs et d'être dans un environnement, comment dire, catalyseur qui vous permet de vous développer. D'accord, très bien. D'ailleurs, nous parlerons tout à l'heure du CETIC. Babacar, sur cette question de l'environnement, vous ne cessez à longueur d'articles sur Radio News de fustiger l'état du gouvernement sénégalais et notamment la corruption qui gangrène tout le système. Mais comment elle se passe concrètement, cette corruption? Qui doit coucher avec qui pour avoir un marché? Il faut coucher avec le directeur. La directrice, c'est moins évident, mais il faut coucher avec... Mais tout simplement, cette ambiance, franchement, je suis mal à l'aise de dresser un tableau comme ça sur le Sénégal. Et pourtant, derrière, voilà, cette envie de dresser, j'ai envie quand même qu'on s'en sorte. Moi, je le dis tout simplement, au Sénégal, je donne un exemple. Juste quand il y a une marche, un marché, je veux dire, au Sénégal, mais tu essaies de répondre, mais on te dit carrément que c'est déjà fait. Les gens, ils trouvent d'abord le marché et après, ils vont créer leur entreprise. Ça existe au Sénégal. Et moi, je l'ai vu. Une fois, on m'a appelé pour aller défendre un gars qui avait gagné un marché de communication et c'était un marché de l'État. Donc, il a couché avec qui? Je ne sais rien. Parce que l'administration vous dit, quand le marché n'atteint pas une certaine somme, donc vous pouvez faire ce qu'on appelle un appel à prix, quelque chose comme ça. Donc, je dis à Mougar, faites-moi une proposition de prix. Et je vous dis, mais faites-moi le prix acceptable, je vous donne. Donc, l'atmosphère, je ne sais pas dans les domaines TIC comme ils l'ont dit, mais dans la communication, c'est un peu plus compliqué. En plus de ça... Si je puis me permettre, hein, nous, clairement, sur l'éthique, ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, de ce que j'ai vu pendant 1 an et demi, hein, ça ne se passe absolument pas comme ça. Nous avons réussi, nous, à accéder à certains marchés, mais simplement sur le fait qu'on soit au CETIC et qu'ils nous informent sur une demande qui existe, qui a été, comment dire, des demandes, enfin des appels d'offres qui ont été émis par l'ARTP ou l'État, sur lesquels nous sommes allés en tant qu'entreprise jeune, hein, sans aucun réseau particulier. Je dis hein, par rapport à mon expérience, hein, par rapport à aucun réseau particulier, et juste sur la qualité de réponse, nous avons réussi à avoir ces marchés-là. Donc peut-être que c'est vrai, mais il faudrait peut-être nuancer le propos. Donc ce que Malik Diouf est en train de dire aux jeunes, c'est que vous n'êtes pas obligé toujours de coucher avec qui que ce soit pour avoir un marché. Mais sur cette question justement de l'environnement, Mamadou Gako, vous avez un peu tâté le pouls du climat de l'entreprise au Sénégal. On voit effectivement là, en écoutant nos entrepreneurs, qu'il y a une disparité dans les moyens d'accès à l'entrepreneuriat au Sénégal. Et sur ce point, j'ai donc étudié le rapport Doing Business qui est fait par la Banque mondiale et le rapport 2015. Alors c'est un rapport qui permet de mesurer la réglementation des affaires dans plusieurs États et qui vérifie en fait si les États adoptent une politique de faveur à la création d'entreprises locales. Alors, dans le dernier rapport 2015, donc, le Sénégal est classé 161e sur 189 pays, notamment derrière le Soudan, la Gambie
Derrière la Gambie. Derrière la Gambie, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais encore derrière la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ah, bon. Malgré tout, le Sénégal est classé parmi les 10 pays qui ont le plus progressé dans les indicateurs du classement. Ah. Mais moi, j'aurais donc une question pour nos entrepreneurs. Est-ce que finalement, vous n'auriez pas dû aller investir dans la bande de Gaza plutôt qu'au Sénégal? C'est une très bonne question. Non, pas du tout. Je pense que dans la bande de Gaza, si vous investissez dans les pierres pour les intifadas à venir, je pense qu'il y a un marché très fructueux, assez fécond, qui peut être lancé. Et je pense qu'on couche beaucoup moins aussi dans la bande de Gaza. Et, moi, je pense que la question ne doit pas être abordée de la sorte. La question, c'est pourquoi on entreprend. Si vous entreprenez pour faire de l'argent, effectivement, vous allez dans les pays où vous faites de plus d'argent. Ça va de soi. Nous, on entreprend pour autre chose. En tout cas, en ce qui me concerne. J'aime pas trop dire on est entrepreneur social, parce que pour moi, un entrepreneur est à la base sociale. Exactement. Parce que vous créez de l'emploi, vous contribuez au développement d'un pays. Mais excusez-moi, mais ce n'est pas une fin, le social. Tout entrepreneur est social. Quand vous nous dites cela, l'entrepreneur, ce qu'il vise, c'est d'abord une réussite personnelle. Non, pas forcément. Peut-être pas forcément, mais quand même, c'est un postulat de départ pour la plupart des entrepreneurs. Pas forcément. Moi, en ce qui me concerne, après, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Hein. J'avais un très bon travail ici, une très bonne situation en France. Si c'était que la réussite personnelle, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de continuer le travail que, je vais vous le dire, hein, à 27 ans, j'étais responsable d'exploitation d'une entreprise qui fait aujourd'hui plus de 30 millions de chiffres d'affaires par an. Pour vous dire que j'étais bien là où j'étais. Par contre, il me manquait quelque chose. J'avais cette impression vous savez, l'impression du devoir accompli. L'inverse. L'inverse du devoir non accompli. Moi, c'est ce que j'avais. C'est ce qui me trottait. Pendant longtemps, ça me travaillait de voir pourquoi cette Afrique-là ne se développait pas. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de fils d'Afrique qui sont en Europe, en Occident, qui ont une très bonne situation. Je ne suis pas là pour les indexer, hein, mais par des raisons de facilité, préfèrent envoyer de l'argent que de créer de la richesse sur place. Et pour moi, la meilleure façon de créer de la richesse sur place, faire en sorte que les fils d'Afrique puissent participer au développement de leur continent, c'est de créer des entreprises. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la première motivation et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller entreprendre en Afrique, même si on a encore un pied en Europe. Je m'inscris dans le sillage de Malik Diouf, justement, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, d'entreprendre, il faut déjà se poser la question pourquoi est-ce qu'on entreprend. Parce qu'il y a certaines personnes qui entreprennent, comme il a dit tout à l'heure, pour chercher de l'argent. Et si c'est cela la motivation, moi je dis à ces personnes-là, quittez le Sénégal, allez entreprendre ailleurs. Et Gaza, c'est un bel exemple. Voilà. Mais lorsqu'on entreprend, parce qu'on veut être utile, parce qu'on veut, comme il a dit aussi, ça veut dire non seulement créer de la valeur, mais aussi créer des emplois, ça veut dire apporter sa pierre à l'édifice, on va accepter les difficultés du milieu et essayer plutôt de les changer pour les personnes qui vont venir après nous. On a parlé tout à l'heure du CETIC, mais bien avant le CETIC, il y avait des entrepreneurs et c'était un peu plus difficile d'entreprendre à cette époque-là. Et aujourd'hui, le CETIC est là, il a facilité beaucoup de choses pour les entrepreneurs qui sont dans le domaine des TIC. Il y a aussi Concret qui vient d'arriver avec Babab Entrepreneurship qui aussi facilite pas mal de choses. On a cité Job Collabs, Synapse Center. Donc ça veut dire que le milieu, il est en train de changer et ça a commencé par des entrepreneurs. Jocolab, c'est un entrepreneur qui l'a créé. Donc voilà, donc je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes qui se disent ce que je cherche, ce n'est pas forcément l'argent en tant que tel, mais plutôt créer quelque chose d'autre et penser voilà aux générations futures, etc. Juste pour compléter vos propos, celui de Marcus et celui de Malik, on voit en fait avec les nouvelles motivations justement qui animent les entrepreneurs un certain discours de 2007 de Nicolas Sarkozy est un peu en train de tomber, enfin vous êtes un peu en train de dire le contraire, de prendre le contre-pied de ça, parce que justement vous voyez que la conception du temps, on va dire le fait
de pouvoir investir et le fait de ne pas réellement voir les fruits de son investissement à court terme, c'est quelque chose en fait qui n'arrête plus réellement les entrepreneurs. C'est-à-dire, vous êtes en train, l'entrepreneuriat sénégalais est en train justement de poser des jalons pour un Sénégal qui peut voir le jour dans 50 ans, dans 75 ans, un avenir qui n'est pas forcément immédiat. Sur la question des discriminations à l'entreprise, vous aviez un petit propos sur la question, cette question de la discrimination touche également les petites entreprises, les startups, etc. Alors, est-ce qu'il y a, Lynx, une discrimination à l'entreprise? C'est une question qui est très vaste, dans le sens où c'est vraiment la question clé qui motive ou qui décourage justement les nouveaux entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une discrimination? Oui, mais c'est un oui qui est assez mesuré, dans le sens où c'est un oui nébuleux. C'est-à-dire, il y a deux aspects à cette discrimination-là. Il y a la discrimination de fait, qui fait que justement, dû à la nébulosité du marché du travail au Sénégal, dû au manque d'information, donc au manque de connaissances de l'entreprise par les nouveaux entrepreneurs, il y a concrètement une discrimination par rapport à l'information. Par contre, il y a une autre discrimination, enfin une discrimination qui est beaucoup plus segmentée, dont la première partie est éducationnelle. Le lien entre l'université et l'entreprise est assez ténu au Sénégal. L'UCAD en est le meilleur exemple. Il n'y a absolument aucune formation entrepreneuriale qui prépare au monde de l'entrepreneuriat. Si on veut entreprendre ou si on veut avoir les bases de l'entrepreneuriat, il faut faire une école privée, l'IAM par exemple. Donc on voit que le lien peut être, la discrimination peut être d'abord éducationnelle. L'enseignement est d'abord très théorique à l'UCAD et pas assez adapté. Il y a aussi une autre discrimination qui est plus régionale. L'APIX n'existe qu'au Sénégal. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un de Tamba qui veut, on va dire, se faire accompagner à Dakar, oui. S'il y a quelqu'un de Tamba, par exemple, qui veut entreprendre, il faut qu'il aille jusqu'à Dakar pour pouvoir avoir les liens nécessaires ou l'information nécessaire. Il y a aussi une discrimination financière et juridique, dû au fait que les nouveaux entrepreneurs se heurtent quelquefois aux entreprises qui sont déjà établies, dont la concurrence peut être déloyale. En fait, récemment, on a vu que justement le Doing Business et les études de la DPE pointaient la concurrence trop déloyale des grands groupes par rapport aux nouveaux entrepreneurs comme obstacle majeur. Et dernièrement, on va dire la discrimination qui est là où ça se ressent le plus, c'est dans l'aspect culturel. C'est-à-dire les enfants qui ont été éduqués justement dans cette optique-là de faire des affaires ou dans cette optique de libéralisme individuel, seront plus aptes à 18, à 20 ans ou à 25 ans à aller vers le monde de l'entreprise. Question très intéressante, ce dernier point-là, et je voudrais la poser à nos invités. Est-ce qu'au Sénégal, je parle là du climat moral, vraiment, est-ce que notre culture, notre éducation, l'éducation en tout cas telle qu'elle est donnée et faite au Sénégal, est-ce qu'elle incite vraiment à l'entrepreneuriat? Et là, je parle vraiment d'un point de vue moral, d'un point de vue culturel. Ce sont des questions plus insidieuses, vraiment plus sensibles, plus cachées aussi, alors qu'on n'arrive pas toujours à mesurer d'ailleurs. Moi, je pense, vous parlez en sénégalais, ils vous disent comme ça, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vous dit comme ça, c'est mieux travailler pour toi, voilà, mais peut-être ce n'est pas de l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est un début de réponse à ce que tu dis. Parce que les gens ont envie quand même de créer. Oui. Sauf que l'environnement, comme on l'a dit, comme il l'a décrit, je pense que cette description qu'il vient de dire, c'est ça. Parce qu'on vient d'un milieu, c'est pas pareil, l'école, ainsi de suite, ne fait pas tout. Mais je pense que les gens sont en mesure, parce qu'on voit avec les immigrés, les modou partout, les gens qui font du petit commerce, les Sénégalais, il va prendre un petit sachet pour commencer à vendre. Mais je pense que tout ça n'est pas organisé. Et pas théorisé pour permettre les gens de pouvoir aller de l'avant, créer, de faire de la comptabilité, en fait, que ça soit un peu plus formel. Ça, donc, formaliser l'informel. Mais je pense que, dans l'idée, je pense qu'on est des entrepreneurs. C'est ça, en fait, il faut distinguer justement par rapport à ce que tu as dit, celui qui se lance dans le monde des affaires, donc qui n'est peut-être pas forcément formalisé, et celui qui se lance réellement dans le monde de l'entrepreneuriat, où il y a une exigence un peu au-dessus. Au Sénégal, on voit en fait que le monde des affaires prévaut sur le monde de l'entrepreneuriat, justement à cause de cette base informelle qu'il y a entre les échanges commerciaux, dans les échanges commerciaux.
Sachant que ce n'est pas forcément incompatible. Il pourrait y Oui, exister une forme de si je pont. puis me permettre, hein. Oui. Je vous repose la question à vous tous. Sincèrement, regardez dans vos familles. Qui aujourd'hui, moi la question je la pose comme ça, qui aujourd'hui n'a pas d'entrepreneur dans sa famille? D'entre vous, il n'y a pas quelqu'un qui vend du gertekaf ou qui va vendre des légumes au marché. Moi, j'ai comme l'impression... Malik, Oui. je vais juste, en fait, pour répondre à cette question-là, je vais juste nuancer pour dire que on a un certain entrepreneuriat, mais de la subsistance. C'est-à-dire, on a depuis la décolonisation, depuis le début de l'entreprise sénégalaise, c'est un certain entrepreneuriat de la subsistance qui est justement dû au fait qu'on n'a pas une prospection vers un horizon plus long, qui fait qu'on entreprend. Mais à un niveau plus large, c'est-à-dire l'Africa Mobile, n'est pas réellement, en fait, on n'est pas comparable à l'entreprise. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, au départ, dans mon introduction, c'est ce que je voulais dire quand je demandais si l'entrepreneuriat était capable de porter de façon significative une économie comme celle du Sénégal, qui est bien sûr fondée sur beaucoup d'informels. Mais est-ce qu'on est sur les mêmes plans? Ça, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ça reste une question ouverte. Mais bon, on y réfléchira. Chacun pourra réfléchir, lire, tirer ses conclusions. Mais l'heure tourne, il faut qu'on avance. Et là, je me tourne vers Bala. Bala, nous avons, depuis tout à l'heure, parlé de l'entrepreneuriat tel qu'il se présente aujourd'hui au Sénégal. Mais il serait intéressant d'avoir une perspective historique sur le phénomène. Comment est-ce que l'entrepreneuriat s'est développé au Sénégal? Quels ont été ces moments cruciaux, ces leviers? Quels sont les secteurs surtout qui le portent jusqu'ici? Moi, je pense de manière très synthétique qu'il faut 3 axes essentiels pour que l'entrepreneuriat prospère dans un pays. Il faut de la volonté, il faut des idées, et puis il faut le nerf de la guerre, les finances. La volonté, ça va au-delà de l'envie personnelle d'entreprendre. Ça pose tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le fameux plafond de verre qui doit être brisé et permettre aux gens d'envisager cette possibilité-là dans le champ des possibles. Lynx en a parlé à travers les discriminations. Babacar l'a évoqué en parlant d'être bien né. Même je pense quand Marcus parle d'inconscience, il y a cette part-là où chacun doit pouvoir se dire j'ai cette possibilité d'entreprendre. Et c'est un corollaire du deuxième axe que sont les idées. Alors, pour pouvoir penser à entreprendre, il faut inscrire cette possibilité-là dans son champ du possible. Donc ça permet d'observer la société, d'observer ce qui se fait ailleurs, de penser la société, de regarder les interactions et de pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tel ou tel axe. Et puis on arrive au financement, qui, je suis d'accord, je pense que c'est Marcus qui en a parlé dans son répartition en pourcentage. Même s'il est essentiel, pour moi, il vient toujours en dernier lieu pour compléter les 2 premiers axes. Et voilà, dans cet axe-là, le pouvoir central a un rôle essentiel, généralement l'État, qui doit faire tourner la machine. Et puis, de manière peut-être paradoxale, il y a aussi le niveau économique du pays qui entre en jeu. Plus le pays est dynamique, plus les financements sont disponibles. Il y a aussi le niveau économique de la famille, quelquefois. Oui, à titre individuel, ça répond d'ailleurs à la question que vous posiez tout à l'heure quand on parle de la mère qui vend son gertekaf et de Africa Lab. Ça rejoint la question de pourquoi on entreprend. Parce que Malik a décidé d'entreprendre parce qu'il ne se suffisait plus dans son monde où il était. Il avait besoin d'une autre forme de reconnaissance, alors que peut-être que la maman qui vend son gertekaf est dans une sorte de subsistance. La question, à mon avis, à la question pourquoi vous entreprenez, ils ne répondront pas à la même chose. Donc ça a son importance. Alors, comment ces 3 axes-là ont évolué au Sénégal en particulier? Alors, je passe sur le Sénégal post-indépendance parce que c'était vraiment l'entrepreneuriat informel qui a toujours existé. Et puis c'était le legs colonial, les élites, etc. C'était vraiment très élitiste. Ensuite, il y a eu les différentes politiques gouvernementales qui se sont succédées avec une faiblesse principale, c'est ce que je disais, c'était essentiellement tourné vers l'obtention de financement, sans jamais essayer de structurer de développer la volonté chez les gens d'entreprendre et d'inscrire cette possibilité-là dans le champ des possibles, sans pour autant aussi laisser la possibilité aux idées d'émerger et de se développer. C'était également par moments axé sur la formation, ce qui limitait la population, vu que le Sénégal, post-indépendance, était très peu formé. Jusqu'alors encore, les gens qui sont formés ne représentent pas la majorité de la population.
Et puis, il y a eu des efforts qui ont été faits sur le plan administratif, notamment vers les années 2000, où avec la mise en place du guichet unique qui permet de tout régler pour créer son entreprise, etc. Qui est limité à Dakar, quand même. Qui est limité à Dakar. Il y a toujours les limites géographiques de toute façon qui sont en place. Donc, on peut dire que les différents gouvernements qui se sont succédés ont essayé de porter la chose. Ils ont pris conscience de l'importance que prenait l'entrepreneuriat. Mais à mon avis, ils n'ont jamais abordé sous le bon axe. Maintenant, il s'est passé des choses depuis 2000. Depuis 2000 marque vraiment un tournant sur le plan numérique. Un certain nombre de choses ont fait qu'on assiste, et jusqu'à présent, à un boom de l'entrepreneuriat au Sénégal. Il y a d'abord eu le fait que la population est de plus en plus formée. Donc ça compte. Ensuite, une certaine stabilité politique au Sénégal qui s'est affirmée avec la première alternance en 2000. On a eu également, à l'époque, on avait des indicateurs économiques au vert avec une croissance à 6%, un taux d'endettement très faible et des investissements qui accouraient. Et puis surtout, l'élément majeur, c'est l'essor des NTIC. Je pense que c'est Malik qui en a parlé, mais ça marque vraiment un tournant dans le monde de l'entrepreneuriat au Sénégal. La particularité des NTIC, moi ce que j'aime bien dire, c'est de réduire les distances. Et la distance a toujours été le problème de l'Afrique. Que ce soit une distance géographique, distance vis-à-vis des marchés, distance vis-à-vis de tout ce qui se fait. Moi, il y a une image que j'aime bien, c'est vous donner un ordinateur et Internet à un enfant de Fongolémi, il peut normalement rivaliser avec un gars de la Silicon Valley. C'est où Fongolémi? Alors, c'est quelque part dans le globe. Non, ça doit être quelque part dans en Californie. En Casamance, c'est pas en Casamance. Non, mais Ouais, c'est ce que je me Forcément, c'est en Casamance. on demandera à Elgas. Oui, on lui demandera. Non, mais c'est une image pour dire que voilà, on y est. Je ne vais pas pousser jusqu'à dire qu'on est à armes égales maintenant avec le reste du monde sur ce sujet-là, mais les distances se réduisent et ça participe au boom de l'entrepreneuriat. Et puis, il y a un phénomène aussi on en a parlé tout à l'heure, qui est en train de se mettre en place avec les incubateurs numériques, dont c'est dont nous avons parlé, et qui pousse, accompagne à l'entrepreneuriat et qui aide beaucoup à son évolution au Sénégal. Merci Bala. Et puis d'ailleurs sur le CETIC, nous avons un entretien avec Eva Sow, qui est responsable de la communication du CETIC, qui est donc un incubateur numérique. On écoute ce petit entretien et on revient. D'abord, je suis Eva Soévion, donc je suis en charge de la communication et de l'événementiel au sein de CETIC Dakar. Donc depuis plus de 3 ans. CETIC, pour en parler assez rapidement, nous sommes un incubateur. Donc le premier incubateur TIC en Afrique francophone. On a été lancé en avril 2011, issu d'un partenariat public-privé avec différents partenaires locaux et des partenaires également internationaux, tels que la Banque mondiale, tels que l'organisme des professionnels d'éthique, la coopération allemande, le groupe Orange également, mais des parties donc locales, comme j'ai pu le dire, et des institutions publiques telles que l'Agence de l'informatique de l'État ou le régulateur des télécoms. Donc notre cœur de métier, ça reste l'accompagnement, bien entendu, des entreprises qu'on met en place dans divers, en tout cas, programmes et en vue de pouvoir les accompagner dans leur développement et dans l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Et dans votre structure depuis la création, est-ce que toutes les candidatures justement que vous recevez aboutissent à un partenariat ou est-ce que justement vous sélectionnez ces entreprises-là? Alors la question me fait sourire en fait parce qu'en effet on a un positionnement qui est très élitiste. Aujourd'hui, depuis la création de l'incubateur, donc en 2011, on a accompagné près de 65 entreprises, mais on a reçu près de 300 candidatures. En effet, notre but, c'est d'abord, à travers surtout le programme d'incubation, il faut qu'elles aient déjà une solution qui soit fonctionnelle d'une part, mais d'autre part que l'entreprise soit structurée et qu'elle génère des revenus qui doivent être d'un minimum d'au moins 20 millions. Le processus de sélection est assez long, il n'est pas simple, mais c'est parce que nous voulons vraiment travailler avec les entrepreneurs qui sont engagés eux-mêmes dans le projet d'entreprise qu'ils ont, mais également qui ont une solution avec une forte innovation et un gros potentiel de développement.
Et nous, on leur permet, dans un cadre très favorable, de pouvoir échanger et pourquoi pas de tisser des relations d'affaires. D'accord. Après, peut-être terminer avec cela, vous parlez des divers événements de réseautage. Donc ces événements-là, ça peut être des événements sectoriels, des petits déjeuners d'affaires, où on favorise l'échange avec les directeurs d'un certain secteur d'activité. On a pu faire par exemple un petit déjeuner microfinance, un petit déjeuner agence de com, on a fait un petit déjeuner avec le réseau de banquiers aussi, un petit déjeuner DSI, donc les directeurs des systèmes informatiques. Mais le but étant vraiment d'avoir un cadre où on peut librement échanger sans être pris par le processus un peu décisionnaire qu'on retrouve en entreprise. Mais j'aimerais justement qu'on parle d'un mot-clé que vous avez soulevé, c'est le réseau et le réseautage. On connaît l'importance justement de ce réseau-là au Sénégal, on le connaît de fait, pas forcément de manière théorique, mais tous ceux qui ont voulu réellement intégrer le marché du travail sénégalais connaissent ce mot. Donc j'aimerais d'abord en fait j'aimerais vous poser une question en deux parties, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez dans votre entreprise et dans votre démarche d'incubation et de soutien aux entrepreneurs, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'importance de ce réseau-là, mais aussi en deuxième lieu, est-ce que vous n'identifiez pas certains obstacles du coup qui pèsent un peu sur ceux qui n'ont pas su peut-être développer un réseau suffisant? C'est vrai que le réseau il est primordial en Afrique. On n'est rien sans son réseau et c'est là où toute l'importance des événements, comme on a pu le souligner, vient en amont parce que ça favorise le networking. Mais on n'est pas allé vraiment dans le fond du sujet concernant nos programmes d'accompagnement et la question du réseau fait partie, c'est vraiment un des points essentiels de l'accompagnement qu'on propose aux entreprises. Il est vrai qu'elles vont avoir à disposition des bureaux qui sont équipés, il y a beaucoup de coaching, de formation, la gestion comptable, fiscale, mais il y a surtout le business développement. Et ce business développement, c'est de pouvoir se servir en fait de notre réseau pour favoriser un peu l'acquisition de parts de marché, pour favoriser aussi ou appuyer les grandes entreprises, les gros comptes à pouvoir donner leur chance à ces PME. D'accord. Et dans un troisième lieu, à pouvoir aller vers des marchés publics et de se dire, OK, avec le réseau de CETIC Dakar, on peut faire un plaidoyer de sorte à ce que nos entreprises puissent avoir une part de la commande publique. Donc c'est une démarche qui est vraiment importante pour nous et je pense que les entrepreneurs le souligneraient d'ailleurs si vous aviez l'occasion d'échanger avec eux, de pouvoir mettre en place des listes de prospects, que nous-mêmes on démarche ces prospects-là, on va en rendez-vous avec eux, on suit l'exécution du projet derrière, c'est quelque part une garantie, mais on ne laisse pas en reste les autres entrepreneurs parce que ceux qui ne sont pas en tout cas éligibles au programme d'incubation peuvent tenter leur chance au programme d'accélération. Là, c'est un autre programme early stage sur 6 mois, où pendant 6 mois, il y a énormément de formation et beaucoup de business développement, mais il y a aussi le coaching que fait notre équipe. Donc, pour vous donner une idée, en 4 ans, on a coaché près de 1300 jeunes. Je voulais juste en fait terminer en disant que quand on voit le nombre global d'entrepreneurs et le gros buzz qu'on a en ce moment, la révolution aussi numérique que vit notre continent et le Sénégal en particulier, on se dit il est vrai que tout le monde ne pourra pas en tout cas bénéficier de l'accompagnement. Le business développement, c'est un point stratégique, certes, mais on a aussi d'autres initiatives telles que les coworking space. On a beaucoup de coworking space qui ont vu le jour ici, oui. Et qui favorisent aussi en d'autres sortes la mise en place d'un réseau de partenaires, mais également un réseau de contacts. Et je suis convaincue en tout cas que ces initiatives ne peuvent être que favorables pour les entrepreneurs. Est-ce que dans 10, 15 ou même 50 ans, cet élan-là de l'entrepreneuriat jeune, est-ce que vous pensez que c'est un élan qui sera soutenu? Il faut que cet élan soit soutenu. Il faut vraiment qu'il soit soutenu. Nous, on a eu à jouer en tout cas un rôle stratégique et on le joue encore dans l'écosystème, à savoir qu'on ne souhaitait pas faire une sensibilisation
sensibilisation et une promotion de l'entrepreneuriat uniquement, mais faire en sorte qu'il y ait tout un contexte qui soit favorable pour ces entrepreneurs. Ce contexte-là, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de plaidoyer parce qu'on sait qu'on n'a pas de fonds d'amorçage ou de fonds souverains ici, mais de faire en sorte que les institutions publiques puissent mettre à disposition un montant pour aider les entrepreneurs, se dire ok, on peut faire en sorte que tous soient dans le même bateau et qu'ils puissent en tout cas faire face un peu et mieux exploiter ce qu'on a comme ressources humaines en termes d'enseignement supérieur, sachant aussi que le Sénégal est un gros pôle d'enseignement supérieur régional. Oui. Comment se servir de tous ces éléments pour que ce soit favorable à l'écosystème et en tout cas que ça contribue à faire grandir les incubateurs. On a Jocolab qui a vu le jour, qui est un espace de coworking. Aussi, on a Ubuntu Space, on a les Tech Hub aussi. Donc je pense que les initiatives vont continuer en tout cas à se développer. Mais il faut garder en tête, et nous on s'en rend compte chaque jour, on a tendance à penser que le financement, c'est vraiment le problème pour l'entrepreneur. Mais à Cétique, notre vision est différente, parce qu'on s'est rendu compte que le problème, c'est pas le financement. On a vu des entrepreneurs à qui on a mis un gros chèque à disposition et que ça ne leur serve pas forcément à se développer ou à grandir. Oui. Le problème, c'est vraiment l'accompagnement. Est-ce que vous avez l'exemple... Enfin, quelle est la proportion justement de success story, comme on dit, parmi les entreprises que vous incubez d'une part, et d'autre part, quels sont réellement les ingrédients d'une bonne success story? Alors, peut-être juste pour préciser, hein, c'est vrai que nous, à Cétique, on n'a jamais eu à donner de financement comme ça. Donc, c'était vraiment d'un point de vue global que je vous disais, des entrepreneurs ont eu un financement et ce financement ne leur a pas servi. D'accord. Parce que nous, on ne donne un financement qu'en étant sûr du plan d'action et de l'utilisation que va faire l'entrepreneur des fonds. D'accord. Et pour vous donner un chiffre, on a donné 130 millions, donc 4 ans, à des entrepreneurs avec un suivi dans l'utilisation de ces fonds-là. D'accord. Mais pour revenir un peu à votre question et à cette bonne sauce, hein, comment faire une bonne sauce? C'est ça, c'est ça. C'est vrai que la première chose, c'est l'entrepreneur lui-même. Il faut être dédié à son projet, il faut être engagé dans son projet. On a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vouloir monter une entreprise, en même temps se dire c'est pas très prudent financièrement, donc je garde mon job. Et une fois que mon entreprise commence à marcher, je démissionnerai de mon job. Voilà, vraiment il faut être engagé, et être engagé, c'est prendre le risque. Et prendre un risque, c'est qu'on y croit. On croit qu'on va y arriver, c'est pour ça qu'on prend le risque derrière. Donc, être dédié à son projet. La seconde chose, c'est d'avoir une bonne innovation. On a beaucoup de jeunes qui vont venir nous voir en nous disant « Waouh, j'ai une idée géniale, mon idée va révolutionner le monde » et qui n'ont aucune idée du positionnement de leur idée sur le marché, à savoir s'il y en a d'autres qui le font, à savoir qui sont leurs concurrents, faire de la veille pour savoir en termes de fonctionnalité où est-ce qu'on se situe. Donc l'innovation et l'innovation, ça passe par beaucoup de veille et beaucoup de benchmark. Le troisième ingrédient que je mettrai dans la sauce, c'est un bon business model. D'accord. Ça ne sert à rien de mettre en place une solution si on ne sait pas à qui elle est destinée et surtout comment est-ce que les personnes, en tout cas, pourraient la payer, combien ils pourraient la payer, est-ce qu'ils sont prêts à mettre cet argent dessus. Donc il est important d'avoir un bon business model pour être sûr derrière que le client ait besoin de la solution ou du service qui est développé. D'accord. Je rajouterai la RH. L'équipe, c'est primordial. On ne peut rien faire sans une équipe. On se rend compte, nous, on a des entrepreneurs qui ont commencé tout seuls et qui très vite ont dû embaucher 2, 4, 6 personnes parce que tout seul, on n'y arrive pas. On peut être un très bon technicien, mais avoir aucune connaissance en termes de stratégie commerciale ou de stratégie de communication. On peut être un bon commercial et avoir une très bonne idée, mais ne pas avoir en tout cas le moyen de la développer soi-même. Et donc, il est important d'avoir des personnes qui partagent votre vision autour de vous, qui sont donc aussi engagées, comme si c'était leur propre projet, oui, et qui soient quand même compétents
sachant que la compétence est quand même une grosse problématique. Vous avez parlé... Voilà les ingrédients qui me viennent en tête. Oui, c'est rare de voir des personnes justement qui agrègent toutes ces qualités-là. Mais vous avez parlé d'une chose importante qui sont les compétences. Est-ce que vous pensez actuellement que le système éducatif sénégalais forme suffisamment justement d'entrepreneurs? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait justement? Alors, je vais répondre à la question en 2 ou en 3 temps. Oui. Un point de vue qui va être plus entreprise et un point de vue personnel. C'est vrai que nous, on se rend compte avec l'équipe, on collabore quasiment avec toutes les universités publiques et toutes les écoles supérieures, en tout cas en tête de peloton, à savoir ISM, IAM, Suddeco, l'ESMT et l'ESP. Oui. Ce sont des écoles qui ont fini par développer en interne des programmes dédiés à l'entrepreneuriat. Ce sont aussi des écoles qui ont commencé à mettre en place des pré-incubateurs. Et nous les accompagnons d'ailleurs dans la mise en place de ces programmes pré-incubateurs. D'accord. Mais d'un point de vue personnel, je pense, et c'est vrai que c'est ce qui est un peu contradictoire, on a beaucoup de diplômés et les gens les jeunes en tout cas ils regorgent de potentiel, ils ont des idées fabuleuses, ils ont envie d'y aller, ils sont motivés, mais souvent ceux qui sortent du lot, c'est parce qu'il y a une motivation supplémentaire qui leur est personnelle, qui fait qu'ils vont se former sur Internet, ils vont aller voir ce qui se fait à l'extérieur, s'ils ont les moyens, ils vont essayer de voyager pour essayer de voir ce qui se fait, parce que selon moi, malheureusement, je trouve que le niveau, en tout cas éducatif, est encore un petit peu bas. Oui. Dans mon souvenir, moi j'ai fait l'école ici, j'ai eu mon bac à Dakar. Je me souviens que les professeurs étaient très exigeants. Aujourd'hui, on peut rencontrer des étudiants et se rendre compte qu'ils n'ont même pas le niveau ou qu'ils ont des difficultés à s'exprimer et ça sent le cœur. On est en master et pour certains, ils n'ont même pas le moyen de pouvoir expliquer leur projet. Donc oui, je pense en tout cas qu'il y a un plaidoyer et une prise de conscience à faire par nos institutions. À quoi pensez-vous que ce puisse être dû? À un manque de sensibilisation, à une culture de l'entreprise pas peut-être assez présente au sein des familles? À quoi pensez-vous que ça puisse être dû? Il y a vraiment différents schémas en fait. Je ne pense pas que ce soit au niveau des familles parce qu'on a des familles où les parents les parents n'ont pas fait les bancs, oui. Mais ils se tuent, excusez-moi le terme, pour que justement leurs enfants puissent aller à l'école. Ils mettent leurs enfants dans ces écoles supérieures qui coûtent près de 2 millions. Pourtant, les parents font des métiers où on pourrait croire qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir offrir ça. Donc, je pense non, que les familles sont là pour motiver les jeunes. Seulement, là, je parlais encore des écoles privées supérieures, mais quand on prend les écoles publiques, on a d'excellents étudiants, mais des étudiants qui sont combien par amphi, qui n'ont pas de place, qui sont dans des conditions qui ne leur donnent pas envie de travailler. On voit les conditions de vie étudiantes, il suffit d'aller se promener à l'UCAD pour voir dans quel environnement malheureusement, on est. Oui. On peut pas apprendre à l'UCAD. Ils ne dorment pas dans des endroits qui sont favorables, ils sont à 8 par chambre. Donc voilà, je me dis en fait que c'est l'environnement global qui leur est offert qui ne les aide pas à pouvoir étudier. Et vraiment, c'est pas choquant parce que, comme si moi je viens d'ici et je connais, mais ça fait vraiment mal au cœur de les voir avoir envie d'y aller, mais qu'on leur donne pas assez de moyens. Mais on voit justement dans votre initiative et dans votre démarche qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui prennent justement ce chemin-là, le chemin de l'entreprise. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un conseil à adresser à tous ces jeunes qui veulent peut-être rejoindre J'ai peut-être 2 conseils. Un premier conseil à ceux qui sont ici, qui est vraiment de leur partager ma vision d'éthique, à savoir qu'avec un ordinateur, on peut changer une problématique sociétale ici.
qu'avec un ordinateur, on peut réduire les intermédiaires, on peut favoriser le développement de la santé, on peut faire beaucoup de choses avec un ordinateur. Et pour ceux qui ne sont pas là, c'est peut-être de prendre conscience du rôle important de la diaspora, qu'ils puissent continuer à s'intéresser à ce que font leurs frères et sœurs ici, mais pour ceux qui le peuvent, qui puissent rejoindre les capitaux des entreprises, venir aussi en immersion, voir un peu ce qui se passe. Pour ceux qui sont vraiment des professionnels déjà reconnus, qui viennent mettre à disposition leurs compétences pour les entreprises ici et pour les PME. En tout cas, je pense qu'il y a un rôle capital de la diaspora à prendre en compte et on y arrivera que si eux-mêmes en sont conscients. Vous plaidez donc pour un retour massif des compétences qui sont un peu, on va dire, éparpillées dans le monde, en quelque sorte. C'est ça. D'accord. Bon, ce sera, j'espère, entendu, en tout cas par nos auditeurs. Et nous mettrons justement sur le lien de notre émission toutes les coordonnées pour vous joindre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Adjo News, confluence. Alors, vous venez d'écouter avec nous cet entretien que Lynx a mené avec Eva Sow du CETIC. Alors, Malik Diouf, je reviens vers vous. Il se trouve que votre entreprise, l'AM Mobile, l'Africa Mobile, a un partenariat, en tout cas fait partie des entreprises incubées par le CETIC. Comment est-ce que cela s'est fait? Alors, nous avons le privilège, nous, d'avoir été sélectionnés parmi les autres, parce qu'en fait, c'est une sélection au CETIC aujourd'hui. Ils ne prennent pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque année, ils lancent un dossier de candidature où vous venez présenter votre business model, vous venez présenter votre entreprise, comment est-ce que vous gagnez de l'argent, comment est-ce que vous réglez une problématique que vous avez identifiée, avec quelles compétences, quelle est la vision à long terme. Et vous avez des professionnels qui bossent dans l'entrepreneuriat depuis un certain temps et qui sont capables de voir tout de suite est-ce que votre projet est viable à long terme. Que ça se fait sur des critères d'un projet viable. D'accord. Avant qu'on puisse vous accepter dans cet endroit-là. Alors, Bala a une petite question pour vous. Mais justement, parce que j'ai l'impression que l'avantage du CETIC, c'est qu'il comble un certain manque. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'environnement de l'entrepreneuriat. Et vous l'avez souligné, il est assez prospère en ce qui concerne le domaine des TIC. Mais j'ai l'impression par moment que ça manque d'aboutissement. Je ne vais pas dire les gens entreprennent avec des bouts d'idées, si je peux dire. Et on assiste justement à un certain nombre d'entreprises qui se lancent de manière, on en voit autour de nous, et qui ne vont pas jusqu'au bout. Est-ce que le CETIC a pu vous apporter ça? Est-ce que vous avez vu, à travers votre expérience, des entreprises qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce que justement l'idée n'était pas vraiment aboutie? Il en existe certainement. Il y en a qui ont de très bonnes idées qui n'aboutissent pas. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément que des bonnes idées et des gens intelligents. Parfois, il y a j'ai rencontré un entrepreneur dernièrement qui me disait que plus de 50% de la réussite d'une entreprise dépend du timing. C'est-à-dire que vous arrivez au bon moment, au bon endroit. Et ça compte beaucoup. C'est-à-dire votre idée peut être brillante dans un environnement favorable, mais si vous n'arrivez pas au bon moment, vous allez disparaître aussi vite que vous êtes arrivé. Et justement, sur les idées, qu'en est-il de la sécurisation des idées pour tout ce qui est dépôt de brevets, etc. Est-ce qu'ils vous accompagnent aussi là-dessus ou vous avez dû faire avec vos propres moyens? Non, ça c'est à l'entrepreneur. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est à l'entrepreneur de protéger ses idées. Il ne faut pas s'attendre à ce que votre idée soit... Il y a des cabinets juridiques qui sont spécialisés là-dessus. Le CETIC, ce n'est pas sur ce volet-là qui vous accompagne. Il vous accompagne sur le développement de l'entreprise. Alors, j'aimerais bien réagir par rapport à cette notion d'idée d'abord. Avant cela, pour revenir un peu au CETIC, au-delà de l'accompagnement, il faut le préciser pour les entrepreneurs, pour ceux qui aimeraient entreprendre. Au-delà de l'accompagnement, le CETIC, en fait, il
c'est aussi un endroit où vous pouvez venir sans être forcément dans le CETIC et trouver des personnes avec lesquelles échanger, des entrepreneurs comme notamment Malik Diouf et d'autres personnes. Donc je pense que déjà ça c'est un atout pour les aspirants entrepreneurs. Il ne faut pas se dire qu'il faut que mon entreprise soit sélectionnée par le CETIC pour que je puisse bénéficier de ce que le CETIC a à donner. Donc il y a déjà cela. Et aussi pour la question des idées, la protection des idées, je pense que c'est absurde de penser à protéger une idée. Une idée, ça ne se protège pas. D'autant plus qu'une entreprise ne naît pas d'une idée. Une entreprise naît d'un problème. C'est-à-dire vous avez constaté un problème et vous voulez trouver une solution à ce problème-là. Et de là naissent plusieurs idées. Maintenant, il faut, comme il a dit, il faut commencer au bon moment. Il faut avoir la bonne idée parce que vous pouvez avoir plusieurs bonnes idées et ces idées ne répondent pas de manière efficiente aux problèmes posés et surtout là où le problème est posé. L'idée, en fait, ne vaut rien si elle ne va qu'elle seule. Ça veut dire si l'entrepreneur ne vient qu'avec sa seule idée, en se disant que j'ai l'idée du siècle, etc., il a beaucoup plus de chances de se casser la gueule. C'est juste pour compléter ce que tu as dit, enfin ce que Marcus vous avait dit. C'est en fait, je suis d'accord sur le fait qu'une idée protégée ne vaut pas grand-chose. D'autant plus qu'en fait, l'émulation qui naît de l'apport d'autres personnes, en fait, du réseau, pourrait permettre justement on va dire, de voir des écueils à l'avance et de les éviter. Mais par contre, il y a un aspect au Sénégal qui est l'insuffisance de la protection justement des entrepreneurs et des idées d'entreprise. C'est-à-dire, quand on vient avec une idée d'entreprise et qu'on en parle à un investisseur, il y a beaucoup de cas, en fait, des amis justement qui sont heurtés à ce problème-là. Quelquefois, c'est l'investisseur qui est reparti avec l'idée et qui effectuait, en fait, qui créait cette entreprise-là. Vous laissez un peu mon avis là-dessus? Oui. Moi, je pars du principe que votre idée à vous, personne ne peut l'appréhender comme vous l'appréhendez. Impossible. Non, c'est clair. Personne ne peut l'appréhender comme vous l'appréhendez. Et la deuxième chose, c'est que en entrepreneuriat, il faut éviter d'y aller seul. Et la seule façon, l'unique façon de pouvoir faire adhérer des gens à votre cause, c'est de parler de votre idée. Donc je pense que la protection... Non mais pardon, ce n'est pas forcément incompatible de protéger son idée que de la partager avec d'autres. On parle là de protection juridique pour éviter ce que disait Lens par exemple, présenter son idée à un investisseur même si ce n'est pas dans les détails et que celui-ci se retrouve à le faire avec quelqu'un d'autre. Il y a une marge. C'est parce que vous l'avez mal présenté simplement. On va préciser le propos sur le plan juridique. Ce dont on parle, ce n'est pas effectivement protéger l'idée dans son absolu. Par exemple, Facebook, l'idée c'est de faire une connexion entre les gens. Mais il y a plusieurs processus utilisés par l'entreprise pour arriver à matérialiser cette idée-là. Ce sont ces processus-là, ces modalités-là qui sont protégées intellectuellement et juridiquement. Et c'est de ça que parle Bala. Et effectivement, lorsque ces idées-là, ces modalités de mise en action, on les présente à un investisseur, par exemple, sans au préalable lui avoir, par exemple, fait signer un contrat de confidentialité qui l'empêche de réutiliser cette idée avec quelqu'un d'autre, là, effectivement, on peut perdre cette idée-là. D'où les... Désolé, je vais être... attention. Je vais être un peu chiant sur les bords, mais je veux que les termes... Soyez chiant, Malik Diouf. Je suppose qu'il y a des apprentis entrepreneurs qui nous écoutent. Et il faut que les termes... Moi, je pense qu'il faut qu'on utilise les bons termes. À partir de là, on ne peut pas parler d'idée. Quand tu vas présenter, c'est pas ton idée que tu présentes, c'est ton projet. Oui, bien sûr. Non, disons qu'on parlait d'idée au sens général, pas simplement de sa naissance, pas simplement du principe même de l'idée, mais de tout ce qui l'accompagne après, de tout le projet qu'il y a. Évidemment, je crois qu'il y a eu un petit malentendu, il faut être précis sur les termes. C'est vrai. Mais... je sens qu'il y a beaucoup d'envie de continuer à parler de ce sujet. Malheureusement, nous sommes bientôt au terme du temps qui nous était imparti. Il va falloir nous arrêter là sur ce sujet de l'entrepreneuriat que nous ne pouvions épuiser. Il y avait beaucoup à dire. J'espère en tout cas qu'on aura réussi à répondre à certaines des questions des futurs entrepreneurs et qu'on les aura aidés à mieux connaître ce milieu et qu'on les aura même peut-être aidés à se lancer, à leur donner envie
de se lancer. Un grand merci en tout cas à nos 3 invités, à Marcus, à Babacar Diédhiou, à Malik Diouf et également à Eva Sow. Confluence vous souhaite à tous les 3 une belle suite dans vos entreprises respectives et le plus grand des succès. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer, pour clore ce chapitre en beauté, nous avons une tradition dans l'émission, c'est que nous demandons à un invité de choisir une musique pour la pause musicale. Et je vais donc demander plutôt à qui, à Babacar, qu'est-ce qu'on écoute pour la pause musicale? Ok, j'étais juste en train d'écouter tout récemment avec ce qui se passe au Burkina là, une radio de la résistance, et il passait le morceau de Alpha Blondy, les tout chance, c'est seuls les imbéciles changent pas, je sais pas quoi. Donc ça me paraît bien comme ça. C'est bon choix, je valide. Bon, très bien, nous écoutons donc Alpha Blondy, seuls les imbéciles ne changent pas, ce qui n'est pas certain d'ailleurs. Change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel ouvert. On a l'or à ciel ouvert. La bauxite à ciel ouvert. L'uranium à ciel ouvert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. On a le fer à gogo, le pétrole à gogo, le cobalt à gogo, le nickel à Adjo News, Confluence. De retour dans Confluence après cette première partie très riche sur l'entrepreneuriat. Merci à nos 3 invités et un grand merci également à notre partenaire Adjo News. Chers amis, il est temps de parler de choses sérieuses. Dites-nous tout. Qu'avez-vous lu, vu, aimé, détesté? Quel artiste vous a marqué, agacé? Quel phénomène culturel? Quels événements ont attiré votre attention, provoqué votre colère, votre enthousiasme, votre tristesse? C'est le retour de la rubrique culture. Et je crois savoir, Bala, que vous aviez un petit propos sur un événement triste, culturel, néanmoins, qui s'est passé récemment au Sénégal. Oui, je voulais parler de la disparition de Doudou Ndiaye Coumba Rose, un grand monsieur de la culture sénégalaise qui nous a quittés. C'est un monsieur qui a beaucoup fait, d'abord pour la démographie sénégalaise. Il nous a lâché une troupe de... Pour lui, grâce à lui, nous en avons encore pour quelques décennies de bon tambour major à venir. Et ensuite, plus sérieusement, parce qu'il a beaucoup fait pour la culture de ce pays et il a donné un autre sens à un instrument bien de chez nous, le tam-tam, qu'il a porté vraiment au-delà des frontières. Et je voulais lui rendre hommage dans Confluence, comme ça a été fait un peu partout. Et puis, dire que, contrairement à ce qui est dit ça et là, on aurait dû le rendre hommage de son vivant. Moi, je pense que il a eu, comment dirais-je, il a eu une aura à la dimension de ce qu'il a fait. Parce qu'au niveau international... Non, c'est vrai, j'ai d'ailleurs été très surpris de voir qu'au niveau international, il était vraiment très connu. Absolument. J'ai vu, je pense que le Guardian, il y a eu un journal
britannique qui a fait presque une sur lui. Et puis des tweets un peu partout, Christiane Taubira, des gens qui ont réagi. Mais c'est pour ça qu'au Sénégal, il y a une petite polémique qui est née disant qu'il aurait aimé qu'on lui rende hommage de son vivant. Il voulait mettre en place une école de tambour-major, etc. Bon, moi j'ai trouvé cette polémique un peu déplacée parce que c'est un grand homme. Son œuvre le survivra à coup sûr. Les gens en parlent un peu partout dans le monde et il a eu un hommage à la dimension de ce qu'il a été. Donc un grand homme de culture du Sénégal. Et je pense encore qu'il n'est pas trop tard pour lui rendre d'autres hommages. Je pense qu'il n'est pas exclu que des édifices portent son nom. Et voilà, on a perdu un grand monsieur et je tenais à lui rendre hommage. Je pense que le plus grand hommage qu'on pourra aussi lui rendre, c'est justement de perpétuer ce qu'il a superbement entrepris et c'est là où il a apporté des percussions. Je ne sais pas d'ailleurs si on a le temps d'écouter très rapidement un petit extrait de la collaboration qu'il a eue avec Julien Jouga. Formidable ce qui nous a légué Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et puis ce que les gens ne savent pas, il y a pas mal de génériques qui tournent sur les radios et autres. À un moment donné, le générique de la RTS, ben, c'était des percussions de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Il a légué pas mal de choses. C'était pas Mbaye Dièye Faye donc. Non, c'était bien Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et il faut espérer que les gens puissent perpétuer son œuvre, comme l'a dit Lens tantôt. Et d'ailleurs, puisque le nom de Mbaye Dièye Faye a été évoqué, je rappelle que malheureusement, un jour avant la disparition de Doudou Ndiaye Coumba Rose, un autre grand monsieur de la percussion sénégalaise, le vieux Seng Faye, le père de Mbaye Dièye Faye donc, s'était éteint et nous avons perdu d'un seul coup deux grands maestros. Merci beaucoup Bala pour cet hommage rendu, cet hommage mérité rendu à Doudou Ndiaye Coumba Rose et j'espère que nos auditeurs vont se ruer immédiatement sur son œuvre pour mieux la connaître. Alors, deuxième moment, deuxième séquence de cette rubrique culture, je me tourne maintenant vers Lynx. Lynx, vous avez un propos, j'espère incendiaire, sur le langage de l'entreprise. J'ai moi-même failli faire cette chronique, mais j'avais trop peur d'être trop vulgaire à l'antenne. Et puis j'ai un droit de réserve qui me contraint. Un droit de l'acheter, ouais. Non, mais je vais vous faire une citation. Je vais d'abord commencer par une citation. On fera un débriefing ASAP sur les trending et sur la stratégie marketing. Tu nous maileras un CR à valider jeudi, dernière deadline. Ouais. Si tu n'as pas de retour, tu flagueras tout en rouge et on refera un stand-up meeting avec le CEO pour donner le go au lancement de la campagne. C'est sommairement en ces mots qu'en 2035, Mbougar Sarr commença une journée aussi banale qu'absurde dans le monde de l'entreprise qu'il avait toujours viscéralement haï. Je ne m'attarderai pas sur la suite de contresens, d'oxymores ratés et de pléonasmes qui nimbrent cette phrase, prononcée, comme vous ne vous en doutez pas, par Mbougar Sarr, votre écrivain préféré, j'espère. Ne me regardez pas comme ça, ne m'écoutez pas comme ça. Vous, comme moi, comme nous tous, utilisons tous les jours ces énormités linguistiques que nous appelons volontiers langue de l'entreprise, que des hommes plus sensés et plus modérés appellent ni plus ni moins que barbarisme. Nous nous y mouvons, indifférents à cette froide érosion que des mots comme flash report, teamworking, l'incontournable brainstorming c'est horrible tout ça, qui tourne le plus souvent en brainwashing,
les longues conf calls effectuées dans des open space où l'on choperait au minimum un burn-out caractérisé, les bullet points dont j'ai envie de coller 2 dans la tempe de ceux qui me l'imposent. 3. Ceux qui te regardent droit dans le blanc des yeux et te disent « J'ai compris ton point » ou « Ça fait sens ». C'est terrible. Ces after-work où se croisent des chasseurs de tête, où l'on discute propal en buvant du Virgin Mojito. Bref, autant de pitreries, autant de pitreries linguistiques qui, à force d'être rabâchées, perdent le ridicule, font à votre cerveau. Nous banalisons finalement ce mal, nous l'adoptons, nous le chérissons, allant jusqu'à le défendre au nom de la légendaire efficacité, du redoutable pragmatisme, de la sainte force de proposition. Vous remarquerez qu'il n'y a jamais des mots de plus de 3 syllabes dans ce genre de propos. D'autres comme soir, du verbe soir, comme vous siez si bien d'écouter Confluence ce soir. Eschatologie, impéritie, désappropriation ou intrication n'y seront jamais entendus. Je vous lance donc en ce lundi symbolique un grand appel à tous. Ce grand espace plein de sens mais vide d'essence, plein d'ordre mais vide d'humanisme qu'est l'entreprise, où circulent des souffles aussi anglicisés qu'abétis. Ce grand vide, nous le peuplons, mes amis, et quitte à peupler l'abysse, autant la décorer de quelques restes de panache, n'est-ce pas? Écoutez, merci beaucoup pour cette confluence. Excellente critique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et je rajouterai qu'un jour, il faudra qu'on pète à la guillotine. Cette expression que l'on met souvent en début ou en fin de mail, je te reviens. Je n'ai jamais compris, je te reviens, comme un prix de revient. Prix de revient d'ailleurs égal prix d'achat plus frais. Je m'en souviendrai. Je m'en souviens toujours. Merci beaucoup Langs pour cette critique acerbe du langage de l'entreprise. Merci beaucoup en tout cas les amis pour ces conseils et ces critiques que vous pouvez retrouver sur notre site confluence-radionews.com ou sur les réseaux sociaux. On fait une petite pause et puis on vous revient. Adjo News, Confluence. Deuxième partie de cette émission, nous parlons du procès d'Hissène Habré et je vais vous demander d'être succincts les amis dans vos interventions. Ça va être difficile car ce procès est un véritable feuilleton qui n'en finit pas avec ses péripéties, ses reports, ses interruptions, ses ajournements, 20 ans de traque, une instruction de 19 mois, un procès spectaculaire, on en arriverait presque à s'y perdre. Heureusement qu'il y a Mamadou Gako avec nous pour remettre de l'ordre dans tout ce bordel, lui qui a l'habitude de remettre de l'ordre dans tous les bordels où il est passé, et il y en a beaucoup. Alors, Gako, première question, très simple, de quoi accuse-t-on Hissène Habré? Alors, entre 1982 et 1990, Hissène Habré dirige le Tchad d'une main de fer, faisant, selon une commission d'enquête tchadienne, 40 000 morts et plus de 200 000 victimes de violences et tortures dans le pays. Il fut ensuite renversé du pouvoir en 1990 et s'enfuit au Sénégal. Évidemment, les actes qui lui sont reprochés relèvent du droit pénal international et sont réprimés, notamment en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a été ratifiée par le Sénégal et en 2000, 7 victimes tchadiennes ont déposé une plainte contre Habré à Dakar. Pourtant, le procès a failli ne jamais avoir lieu. Effectivement, le procès Habré, qui se tient aujourd'hui à Dakar, est avant tout un échec des autorités sénégalaises dans leur tentative d'obstruction de la justice. Je m'explique. La Convention contre la torture oblige tout État partie à juger ou extrader toute personne accusée d'actes relevant de son domaine d'application. Alors, des victimes ont porté plainte à Dakar contre Habré. Un juge sénégalais, Demba Kandji, a inculpé Habré en conséquence pour complicité de torture, actes de barbarie et crimes contre l'humanité. Et c'est là que la machine à obstruction se met en route. Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président Abdoulaye Wade, mute le juge Kandji, donc celui qui a inculpé Habré,
pour lui retirer l'affaire Habré. Ensuite, la Cour d'appel de Dakar, puis la Cour de cassation sénégalaise déclarent que les juridictions sénégalaises sont incompétentes pour juger Habré dès lors que les crimes auraient été commis en dehors du territoire national et qu'aucune règle de procédure sénégalaise ne permettait aux juges sénégalais de juger de ces crimes commis à l'étranger. Là encore, on revoit la main de Wade, puisque le président de la chambre d'accusation qui a prononcé la relaxe de Habré a ensuite été promu à un poste supérieur au sein du Conseil d'État. Et enfin, pour dire qu'il n'avait vraiment pas froid aux yeux, le président Abdoulaye Wade ira jusqu'à nommer l'avocat de Moussi Habré à la fonction de conseiller spécial du président de la République pour les questions judiciaires. Ensuite, le Sénégal refusera encore en 2005, à la suite d'une plainte déposée par les victimes de Moussi Habré en Belgique, d'extrader cet homme vers ce pays afin qu'il y soit jugé. C'est à n'y plus rien comprendre parce que c'est pourtant le Sénégal qui aujourd'hui juge Hissène Habré. Oui, effectivement, le Sénégal a, en plus de toutes ces obstructions, voulu ensuite se débarrasser de ce dossier en demandant à l'Union africaine, en novembre 2005, de désigner le juge compétent pour juger Moussi Habré. L'Union africaine a évidemment redonné la patate chaude au Sénégal en lui demandant de juger lui-même Moussi Habré. Et là, le président Wade a exigé de la communauté internationale 66 millions d'euros afin de conduire le procès. Des négociations ont été menées entre l'Union africaine, l'Union européenne, le Sénégal, mais c'est surtout avec l'élection de Macky Sall que la procédure s'accélère. Et il faut dire que tout de suite après cette élection, le Sénégal a été condamné en juillet 2012 par la Cour internationale de justice pour violation de ses obligations nées de la Convention contre la torture, dès lors que le Sénégal a refusé de juger ou extrader Moussi Habré. Alors, à la suite de cette condamnation, le Sénégal accepte de mettre en place, au sein de la Cour d'appel de Dakar, qui, rappelons-le, s'était déclarée incompétente, une juridiction spéciale pour mener cette procédure de jugement. Sont donc créées les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. Alors à partir de là, Habré est inculpé en juillet 2013 et son procès commence 2 ans plus tard, soit 15 ans après la première plainte déposée contre lui. Il risque la perpétuité. Il risque quand même la perpétuité, mais Habré quand même se défend, dans tous les sens du terme, il se défend physiquement au point d'être transporté comme un bébé comme ça. Dans ses langes. Voilà, c'est assez d'ailleurs indigne, je trouve un tout petit peu. Mais Habré se défend aussi sur le plan juridique parce que son principal argument de défense consiste à refuser justement la légitimité de ces chambres africaines extraordinaires qui le jugent. Est-ce qu'on peut parler là de mascarade, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais partie des gens qui s'étaient réjouis au début de la tenue de ce procès. Parce que ce dont on accuse Habré n'est pas banal quand même. 40 000 morts, 200 000 victimes de torture, etc. Que Habré puisse répondre de ces faits-là ne me paraissait pas extrêmement choquant. Parce que voilà, il faut à un moment donné qu'un procès se tienne, qu'il s'explique, que ses accusateurs s'expliquent, qu'il est présumé innocent quand même, rappelons-le, et que le droit soit dit. Maintenant, la tournure que prennent les événements me font douter de la future atteinte de l'objectif qui était fixé. Parce que pour moi, l'objectif, il était double au départ. La manifestation de la vérité dans ce qui s'est passé, et puis une certaine exemplarité du fait que Habré fait partie de cette race de dictateurs qui ont traumatisé le continent, même s'il est présumé innocent, et dont les pratiques sont condamnées de partout. Donc je me disais qu'avec la tenue de ce procès, on tiendrait peut-être là le début d'une évolution dans l'approche de nos dirigeants de certaines questions. Mais très sincèrement, le spectacle que vous avez décrit, Habré qui se fait porter, il refuse de se faire défendre par ses avocats, du coup il a des avocats désignés d'office qui doivent s'emparer du dossier en 45 jours, un dossier aussi complexe, ça ne laisse pas penser qu'il va y avoir un véritable procès d'où jaillira la vérité. Et surtout aussi le fait de se défendre à corps et à cri, en fait, c'est un peu, je pense, une tentative de décrédibiliser cette cour, de montrer à voir au monde justement que cette cour n'est pas capable de mener un procès dans les règles. Et le fait de décrédibiliser cette cour-là décrédibilisera aussi la condamnation ou la condamnation qui s'en suivra.
Et quand il a demandé justement à récuser ses avocats, il faut juste rappeler que ses avocats étaient commis d'office, quoi. Oui, mais enfin, ça décrédibilise la Cour, mais c'est presque logique parce que c'est inédit. Tout le monde se retrouve dans une situation où personne ne sait comment, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien du tout. Et les gens sont confrontés comment dirais-je, à une sorte de truc où ils avancent sans pour autant savoir où ils vont. Je ne suis pas certain que ceux qui mènent ce procès, que ce soit au niveau de l'État, des juges, ou même de tous les parties prenantes à l'international, savent où ils vont. Et je reste sceptique sur le fait qu'on puisse atteindre un résultat qui puisse... parce que, enfin, ce qui est important, c'est pas de condamner Habré. Il a quoi, 70 ans, 75 ans, le condamner à perpétuité, ça servait presque à personne. Je vais peut-être essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur la manière dont le procès se déroule. On ne peut pas faire à la Cour des reproches relatifs au comportement de Habré lui-même. Effectivement, c'est lui qui, dans sa défense de rupture, comme il dit, refuse de comparaître devant la juridiction volontairement, et donc évidemment le juge est obligé de le faire porter pour qu'il assiste à son procès, et ça c'est son comportement qu'il a décidé d'adopter, que ses avocats ont peut-être validé, et je doute fort, enfin je me demande comment ces avocats ont pu accepter un comportement qui décrédibilise à la fois leur accusé, donc leur client et leur propre défense. Parce qu'effectivement, ils peuvent, quand ils en arrivent à ce point-là, on se demande s'ils ont vraiment des arguments juridiques et factuels qui peuvent leur permettre d'obtenir la relaxe, éventuellement, si c'est ce qu'ils demandent. Cela dit, ces avocats-là qui le conseillent ne le représentent pas au procès. Les propres avocats qu'il avait pris au départ ne le représentent pas au procès. Celui qui leur ont été commis d'office, il refuse de les recevoir. Oui, il a le droit. Il a effectivement le droit de refuser de les recevoir. Il a le droit de récuser ses avocats. Ça participe effectivement de toute sa tentative de décrédibilisation de la Cour et de délégitimation. Effectivement. Mais les avocats d'office qui sont désignés ont accès au dossier, ils peuvent le défendre, et c'est effectivement, s'ils n'ont pas assez de temps pour préparer leur défense, ils peuvent toujours obtenir des renvois qui peuvent leur permettre d'étudier encore le dossier. Donc, il y a une procédure qui est mise en place, qui n'est pas contestable au niveau procédural et au niveau de la garantie des droits de la défense, et la procédure se poursuivra quel que soit le comportement d'Habré. Mais ce qu'on aura, c'est déjà un symbole formidable et une menace qui sera portée sur la tête de tous les dictateurs africains qui n'oseront peut-être plus, à partir de là, mener ce genre d'exaction contre la population. Ce qui est curieux en fait dans cette affaire-là, c'est que tous les chefs d'accusation parlent de complicité. En fait, d'où la question, quelle sera la suite? Est-ce que l'instruction se poursuivra pour trouver réellement les véritables instigateurs de ce massacre? Alors, pour situer, on est au Sénégal et le Sénégal a dans sa juridiction une personne qui est accusée de ces actes-là. Cette personne, c'est Habré. Le Sénégal n'a pas accès à toutes les autres personnes qui ont éventuellement été menées, qui ont éventuellement fait partie de ces opérations. S'il y a une autre personne qui était sous le joug de Habré et qui a participé à ces opérations, qui se retrouve au Sénégal, cette procédure pourra être reprise pour que cette personne puisse être jugée. Mais en attendant, le Sénégal ne peut juger qu'Habré. Bien sûr, on comprend. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que vous évoquiez cette question des complices éventuels, parce qu'il y en a peut-être un, je dis bien peut-être, dont le nom pourrait apparaître finalement, c'est Idriss Déby. Il est bien silencieux dans toute cette histoire, et pourtant ses liens avec Habré n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Bala. Alors silencieux, peut-être pas, parce qu'on l'a quand même entendu réclamer à plusieurs reprises la tenue du procès, et il a même réclamé, au moment où Wade faisait de la résistance, à juger Habré lui-même au Tchad. Donc il est vraiment partie prenante du truc. Alors Idriss Déby, en quelques mots, il a été le commandant de l'armée rebelle de Habré. Il a ensuite été son conseiller, son principal conseiller à la défense quand il a accédé au pouvoir. Il est entré en disgrâce auprès d'Habré à partir de 1989. Ce dernier l'accusant de trahison, ce qui n'était pas forcément faux parce que ça correspondait à l'époque où Habré était dans le viseur de certains pays occidentaux, la France notamment, et il se murmure que Déby avait été sollicité justement parce qu'à l'époque c'était clair, c'était les pratiques de la France d'utiliser des collaborateurs directs des dictateurs ou autres pour les renverser. La France d'ailleurs qui avait soutenu auparavant Hissène Habré lui-même. Contre Kadhafi notamment. Et les États-Unis, avec les États-Unis. Tout à fait.
Et donc, il est entré en disgrâce. Donc, il s'est exilé avec l'aide de la France. Pendant cet exil, on se rend compte que beaucoup de ses proches ont été massacrés par Habré. Et ça aura son importance pour la suite. On se demande, Déby est revenu par la suite, donc avec le soutien de la France, il a réussi à renverser Habré et règne depuis, si je puis m'exprimer ainsi. Il a d'abord été nommé, puis élu 2 ou 3 fois, je pense, à la tête du Tchad avec des lois liberticides, etc. Il a financé en partie ce procès, à plus de 50%, il me semble. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas le même intérêt que les autres dans ce procès. Je disais tantôt que ce procès pourrait avoir 2 vertus, c'est la manifestation de la vérité. Je pense que fondamentalement, Déby n'y a pas intérêt, parce que si toute la vérité sur le règne d'Habré éclatait, je ne suis pas sûr qu'il en sorte indemne, puisqu'il a été son proche collaborateur pendant un petit moment. Et puis l'autre élément, c'est la valeur d'exemple que devait avoir ce procès. Déby lui-même n'est pas exemplaire dans sa gestion du Tchad actuellement. On lui reproche des milliers de morts également. Donc il n'a pas le même intérêt que les autres. Donc l'analyse que j'en fais, c'est qu'il est plutôt dans une vengeance personnelle vis-à-vis d'Habré, notamment pour ses proches qui ont été massacrés. On parle même de son fils qui a été assassiné ici en France et dont le lien n'a jamais été établi avec quoi que ce soit. Mais d'aucuns laissent penser que Habré pourrait être lié à cela. Mais le lien n'a jamais été établi formellement. Moi, je reste sur mon scepticisme de départ. Je ne suis pas certain qu'on aboutisse à des objectifs qu'on aurait pu penser. Eh bien, l'avenir nous le dira. Le procès est toujours en cours. Nous attendons toujours, on va attendre tranquillement et avec beaucoup. Enfin, Gako a une dernière réaction. Il faudrait aussi faire le procès de tous ceux qui, au Sénégal, y compris nos guides religieux, ont protégé Habré pendant près de 20 ans. Eh bien, espérons que la justice sénégalaise aura le courage de mener ces investigations-là jusqu'au bout. Adjo News, confluence. Dernière séquence de ce premier numéro. Elle en a coupé des têtes depuis le début de cette émission et je crois que ce n'est pas près de s'arrêter. Elle n'a pas rouillé malgré les dernières pluies. C'est la guillotine de Confluence. J'appelle à la barre l'accusé Ménard Robert, profession maire de Béziers, père inconnu, mère mieux connu, âge peu connu. Monsieur, on vous accuse d'avoir trafiqué une photo que vous avez mise en couverture du journal de votre municipalité. La photo prise par l'agence AFP représente des migrants macédoniens sur le point de s'engager dans un train. C'est là qu'intervient le photomontage. Vous rajoutez des éléments, une pancarte indiquant que le train va vers Béziers et une autre disant scolarité, allocation, hébergement gratuit pour tous. Et en dessous, en gros caractères, il y a ce titre qui ne fait pas peur du tout. Ils arrivent. Une photo jugée provocatrice, voire scandaleuse dans ce contexte particulier de migration et de détresse, et votre geste divise. Vos défenseurs disent que vous ne faites que défendre votre ville, vos détracteurs vous traitent de réacs qui surfent sur les peurs, voire les alimentent. Alors, Robert Ménard, êtes-vous un shérif ou le bras armé de l'extrême droite qui refuse d'accueillir ces réfugiés? Je pose la question à Gako en réalité. Alors, on a connu Robert Ménard à la tête de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, Robert Ménard est surtout un héros de l'extrême droite, à laquelle il est affilié, à la tête donc de la mairie de Béziers. Et Robert Ménard gère cette mairie à force de coups d'éclat, surtout populistes, et notamment vis-à-vis des migrants. On l'a vu récemment dans une vidéo, aller directement dans une maison qui était désaffectée pour demander à une famille d'immigrés de déguerpir, qui ne sont pas les bienvenus. Ce qui, je ne sais même pas si ça relève de ses fonctions. Ça, parce qu'il y a quand même... C'est l'habitude qu'il a eue depuis qu'il est avec Reporters sans frontières. C'est cette séance du happening, du buzz en fait qu'il aime assumer. Donc oui, c'est déjà fait remarquer par cet acte où effectivement il a apostrophé directement des migrants en leur disant « Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous, rentrez chez vous ». Sachant que le chemin du retour vers la Syrie est un peu plus compliqué. Et donc, il a choisi de trafiquer cette photo de reporter de l'agence France Presse, en ajoutant à la photo des indications relatives à Béziers et disant effectivement que les migrants se dirigeaient vers Béziers.
problème, c'est qu'effectivement, à Béziers, personne n'est crédule. Personne ne traverse toute l'Europe pour aller à Béziers. Ah d'accord, on est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'il a été, il y a une accusation, une plainte qui a été portée par l'AFP aussi de 30 000 euros, je pense, pour le trafic de non, mais ce qui est caractéristique en plus de cette photo, c'est que ça montre, enfin, il a quand même un passé de reporter, et ça montre réellement le mépris qu'il avait pour son ancien métier. C'est-à-dire, quand il était reporter, il n'en avait absolument rien à faire. La vérité des faits. Je pense que la vérité des faits lui importait moins que le buzz qu'il pouvait provoquer en faisant des révélations ou en provoquant le buzz, justement. Finissons. Est-ce qu'on le guillotine ou non, Lynx? C'est une évidence qu'on le guillotine, mais je le guillotine. Je ferai on va dire, selon les mots d'un célèbre philosophe, je ferai une fournée entre Robert Ménard et réellement toute la classe politique française. Ah bon? Oui, vraiment toute la classe, à la fois socialiste et encore plus républicain. Bon. Il a réussi à se faire plus populiste que Robert Ménard quand même. Bravo Lens. Bala. Non mais moi évidemment je le guillotine. Je n'aime pas avoir des jugements lapidaires, mais je considère que Robert Ménard est un sombre connard. Parce que et puis, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre cette haine et manipulation que Robert Ménard relaie et qui est le fait de pas mal de gens issus de l'Algérie française. J'ai noté Zemmour dedans. Il y a aussi Elisabeth Lévy qui est dans le même truc et qui a les mêmes origines. Et allez, pour balayer plus large, je ne vais pas faire d'ennemis, mais même les juifs venus de l'Europe de l'Est, mais ils ont cette sorte de réfraction, allez, je ne vais pas dire les étrangers parce que c'est un peu bateau, mais envers les immigrés de la nouvelle génération, qui leur font tenir un discours de haine que je ne comprends pas et qui, à mon sens, demande à être expérimenté. Il y a un terme qui désigne ça, c'est la nostalgérie. Je l'ai rencontré récemment, ce terme. C'est très sympa. Et vous, Gako, vous guillotinez Robert Ménard ou non? Alors, le guillotiner, ce serait finalement trop facile. Je pense qu'il faudrait le condamner à réapprendre son métier initial. Ça, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et à retrouver les valeurs qu'il a défendues pendant aussi longtemps. À une époque. Donc, Robert Ménard perd sa tête, et c'est sur cette sentence sans appel que se clôt ce premier numéro de la saison. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à nos invités, à notre partenaire adjonews.com, et merci à vous, chers camarades. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site confluence-adjonews.com, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Nous revenons dans 15 jours pour parler de nouveaux sujets, actuels ou non, mais importants, pour vous permettre de vous faire un avis sur le monde comme il va. D'ici là, méditez ces vers libres et profonds et métaphysiques d'un grand poète sénégalais contemporain. Tout au long d'une vie, l'homme ne peut manquer de fredonner une mélodie. Celle-ci revient à l'esprit. C'est le début d'une symphonie. C'est Wally Seck. Bonsoir.